Main et c'est comme convenu, je me permettrai de te couper, Ouais. pour qu'il en cas de question, si ça te va. Alors, est-ce que tout le monde voit ce que je partage? C'est parfait. Ok. Bon, bah, bonjour à toutes et tous. Je vais commencer par me présenter. Donc, Nicolas Nollet. Donc, moi, je suis ingénieur de formation. J'ai été diplômé de l'École centrale de Lille à la fin des années 90. Et j'ai commencé ma carrière chez Razelbeck, qui ne s'appelait pas Razelbeck à l'époque, qui s'appelait Beck. Les 15 premières années de ma carrière, j'étais sur les chantiers, sur des chantiers de génie civil. Bon, à cette époque-là, on construisait des lignes de TGV. On avait j'ai fait également un projet de travaux portuaires, travaux souterrains. Et puis en 2009, donc Razelbeck à l'époque a remporté un contrat de construction un réacteur d'essai, qui est le réacteur qu'on voit sur la photo pour le compte du commissariat à l'énergie atomique dans le sud de la France, à Cadarache. Et donc, c'est là que j'ai commencé ma carrière dans le génie civil nucléaire. Je l'ai commencé en tant que directeur technique de ce projet. J'ai terminé ce projet 9 ans plus tard, parce que ça fait partie des sujets qu'on évoquera ce matin sur la durée de ces projets. Je l'ai fini en tant que directeur de projet et depuis donc 2018, bah, j'assure l'exploitation de tous les chantiers liés au nucléaire et à la défense chez Razelbeck. Euh, alors, Razelbeck, parce que je pense que tout le monde autour de l'écran ne connaît pas forcément ce que c'est que Razelbeck. Alors, on fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Faya. Le groupe Faya, c'est un groupe français c'est un groupe bordelais qui est aujourd'hui le premier groupe français indépendant de construction et parallèlement donc est leader mondial du matériel routier. C'est-à-dire qu'à la fois, on a une activité de construction et une activité de production, de fabrication de tout ce qu'on utilise comme matériel pour réaliser les routes, les compacteurs, les épandeuses d'enrobés, les machines de fabrication d'enrobés, etc. Ce groupe, alors ça c'est les chiffres de 2024, bon, c'est quand même un groupe qui fait presque 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, alors on est très loin des majors, mais ça reste quand même un groupe important. Et donc on travaille dans les travaux publics, bah, c'est principalement Razelbeck, mais aussi donc, dans les travaux de fondation, les travaux de bâtiment. On a une division de énergie service, bon, qui est tout ce qui tourne autour des métiers de l'électricité, courant fort, courant faible, du contrôle-commande. De la construction métallique, avec donc à la fois des ossatures, des charpentes métalliques pour faire des bâtiments, mais aussi des moyens de manutention. Et aujourd'hui, notamment, on travaille sur les projets d'EPR en Angleterre, notamment pour roulant des salles des machines, par exemple, pour une activité de chaudronnerie. Et puis donc le matériel routier. Alors, en fait, le groupe Faya, c'est une agglomération finalement de 234 entreprises que les frères Faya ont racheté au fur et à mesure. Et on continue à développer et on est un peu moins de 25 000 collaborateurs. Donc Razelbeck, dans cet ensemble-là, c'est une entreprise qui a fait un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, dont un tiers à l'export. L'export pour Razelbeck, c'est l'Afrique principalement. On est 5 000 à peu près et on traite 800 chantiers par an. Et donc là, la répartition de notre activité, bah, on voit que le génie civil représente un tiers de notre activité. Euh, alors, comment on est organisé chez Razelbeck? Eh bien, on a une division qui s'appelle la direction des grands projets, donc à laquelle je fais partie. Et donc, dans cette direction des grands projets, donc, qui réalise, comme son nom l'indique, tous les grands projets en France sur les différents métiers que sont le terrassement, le génie civil et les ouvrages d'art, les travaux souterrains, avec une grosse activité en ce moment en région parisienne, les chantiers du Grand Paris. Et donc, on a créé une direction spécifique au marché du nucléaire, de la défense et de l'industrie, qui reste des activités quand même assez particulières. Alors, c'est vrai que dans le cadre de ce groupe de travail, on parle beaucoup
de la relance du nucléaire en France et notamment du programme EPR2, qui va donc consister à construire 6 tranches, peut-être demain 8 de plus, en tout cas aujourd'hui 6, donc les 2 premiers à Panly, puis Gravelines, puis Bugey. Mais en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que le génie civil nucléaire, ce n'est pas que ce programme EPR2, ça renferme aussi tout un tas d'autres installations. Alors, si on commence par le domaine civil, dans le domaine civil, bah, pour faire fonctionner une centrale nucléaire et toutes celles du parc actuel, il faut des usines de production de combustible. Ça, la principale aujourd'hui, elle est dans le sud de la France, à Pierrelatte pour Orano. Donc, ces usines de production de combustible, bah, c'est également pour nous, constructeurs du génie civil nucléaire. Ensuite, eh ben, une fois que le combustible il est passé en réacteur, eh bien, il faut le retraiter. Donc, ça, c'est les usines de La Hague, donc, qui est la seule usine de retraitement en France. Donc, là aussi, il y a un certain nombre d'opérations de génie civil. Alors, pas forcément beaucoup en ce moment, mais il y en aura beaucoup dans le futur, probablement. Et puis, il y a tout ce qui est gestion des déchets nucléaires, c'est-à-dire que la production génère des déchets, soit des déchets d'exploitation, soit des déchets de ce qu'on appelle de démantèlement des installations. Et ben, ces déchets-là, il faut les entreposer, il faudra un jour les stocker. Hein, l'entreposage, il est aujourd'hui temporaire. Donc, il y a un projet en France pour stocker les déchets nucléaires dans des couches très profondes dans le département de la Meuse, dans l'est de la France. Ce projet, aujourd'hui, il est toujours dans les phases de conception. Et tant qu'il n'est pas opérationnel, tous les exploitants nucléaires en France doivent entreposer leurs déchets, ce qui génère la construction, pareil, d'un certain nombre d'installations. Après, il y a les réacteurs nucléaires expérimentaux. Bon, ça, c'est l'exemple du RGH dont je vais parler aujourd'hui. Et puis, il y a les petits réacteurs, ce qu'on appelle les SMR. Alors, c'est pareil, on est un peu au début de l'histoire. Donc, ce sont des réacteurs de faible puissance qui ne sont pas forcément, in fine, destinés au marché français qui est déjà bien équipé de gros réacteurs. Mais en tout cas, il est probable que certaines têtes de série de ces petits réacteurs puissent être construits en France. Donc ça, c'est sur la partie civile. Et puis, il ne faut pas oublier que le nucléaire est aussi utilisé dans le domaine militaire. Donc, il est utilisé pour la propulsion navale. Hein, nos sous-marins nucléaires et le porte-avions Charles de Gaulle sont propulsés à l'énergie nucléaire. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi avoir des installations à terre, hein, des infrastructures qui permettent de faire la maintenance de ces navires. Bon, et également donc, des installations liées à la dissuasion. Voilà, l'arme nucléaire, aujourd'hui, c'est pareil. Un certain nombre d'installations nucléaires sont liées à ça. Tout ça pour dire que la relance du nucléaire en France, c'est effectivement ce grand projet des EPR2 qui va nécessiter énormément de ressources, énormément de compétences, mais ça s'ajoute à tout un tas d'autres installations nucléaires qu'il faut continuer à construire, à maintenir. Euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a devant nous un volume d'activité. Nous, chez Raselbeck, on est en train de se poser la question de ce que sera la direction nucléaire dans 10 ans. Et on se dit que notre chiffre d'affaires, il va probablement, sur cette division-là, il risque probablement de tripler. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir besoin, comme les autres constructeurs, d'un certain nombre il va falloir qu'on recrute et qu'on recrute à tous les niveaux, c'est-à-dire des ingénieurs pour encadrer les projets, des agents de maîtrise, ce qu'on appelle des chefs de chantier, des conducteurs de travaux, et puis des compagnons, les compagnons qu'on recrute dans les bacs pro, à travers les alternances, etc. Donc pour nous, c'est un enjeu, effectivement. euh, j'ai envie de dire que la disponibilité des ressources et des compétences va être nécessairement un facteur limitant à un moment donné. Bon, voilà, j'ai mis quelques photos de ce qu'on fait chez Raselbeck. Donc, euh, alors, je vais pas vous parler aujourd'hui, je pourrais pas moi vous parler de PR parce que Raselbeck n'a pas participé à la construction de Flamanville. Et on n'a pas non plus participé dans les années 70, 80, 90 à la construction du parc. Par contre, voilà, on est dans le nucléaire donc, depuis environ 15 ans. Alors, sur la diapo en haut
à gauche, ce sont les infrastructures d'accueil des sous-marins nucléaires d'attaque à Toulon. Donc, bah, ça, c'est une photo que vous pouvez trouver sur Internet. Je vous montrerai rien d'autre parce que il y a une certaine confidentialité. Ça, c'est un projet qui est en cours. Donc, on est en train de construire une installation pour permettre de décharger les chaudières des sous-marins pour assurer leur maintenance. À droite, donc, ce sont des entreposages de déchets nucléaires ultimes sur le site de La Hague. Une fois qu'ils ont fini le retraitement, il y a une partie de déchets qui n'est pas réutilisable. Ce sont des déchets à vie extrêmement longue. Et donc, on a construit des alvéoles d'entreposage pour ces déchets. En bas, à gauche, ce sont un projet qui démarre pour des entreposages, cette fois-ci de combustible irradié de la propulsion navale. Ça, c'est à Cadarache. Et, et à droite, en bas à droite, donc c'est une usine de conditionnement et d'entreposage de déchets d'exploitation pour EDF. Donc, on a construit cette installation sur le site du Bugey, dans l'Ain, sur la centrale nucléaire du Bugey. Et donc, c'est ce qui permet justement, par exemple, à EDF d'entreposer ces déchets d'exploitation et de démantèlement, puisque les premières centrales nucléaires, les plus anciennes centrales nucléaires d'EDF sont maintenant en cours de démantèlement. Donc, vous voyez que finalement, le génie civil nucléaire, c'est finalement assez vaste. Il y a quand même beaucoup d'activités assez diverses. Mais en tout cas, on a un facteur, enfin un dénominateur commun sur toutes ces opérations de génie civil nucléaire. Qu'est-ce qui en fait la spécificité? Bah, finalement, ce sont les exigences de sûreté nucléaire. Alors la sûreté nucléaire, je ne vais pas vous en donner une définition très compliquée, mais il faut retenir que c'est tout ce qui fait que c'est tout ce qui permet d'assurer que dans le fonctionnement d'une installation, que ce soit en fonctionnement normal, que ce soit s'il y avait un incident, voire un accident, qu'il n'y ait pas de dispersion de matière radioactive dans l'environnement. Donc c'est ça ce qu'on appelle la sûreté de fonctionnement d'une installation nucléaire. Et donc après, il faut se poser la question de à quoi sert finalement le génie civil d'une installation nucléaire vis-à-vis de cette sûreté de fonctionnement. Et en fait, on se rend compte qu'il a que ce génie civil joue un rôle important. Alors d'abord parce que c'est le bâtiment que l'on construit qui assure, qui participe de manière active au confinement des matières radioactives. Alors là, si on revient uniquement sur un réacteur nucléaire de puissance, donc un EPR2, ce qu'on appelle l'enceinte du bâtiment réacteur, ça s'appelle la troisième barrière de confinement. La première, c'est la gaine qui se trouve autour de la barre de combustible. La deuxième, c'est la cuve du réacteur. Et la troisième, c'est l'enceinte en béton armé et précontraint qui va permettre, quoi qu'il arrive à l'intérieur du réacteur, qu'il n'y ait pas de dissémination de matière à l'extérieur. Ça, c'est le génie civil qui fait ça. Le génie civil, il sert aussi à ancrer, à fixer, pardon, et à supporter tous les équipements à l'intérieur de la centrale, donc les équipements de tous les procédés de fabrication de l'énergie. Et donc, le génie civil supporte tout cela. Donc, il doit être solide. Il y a également une fonction de protection contre le rayonnement. Les réactions nucléaires de fission produisent du rayonnement et le béton notamment sert d'écran pour se protéger contre ce rayonnement. Le génie civil sert aussi à sectoriser les bâtiments vis-à-vis du risque d'incendie. Il faut savoir que l'incendie dans une centrale nucléaire, ça fait partie des risques les plus redoutés. Et donc, s'il y a un départ d'incendie quelque part, il faut absolument confiner cet incendie et éviter sa propagation. Donc, le génie civil va servir justement à éviter que les incendies ne se propagent. Et puis, le génie civil, il sert aussi à se protéger de toutes les agressions qui pourraient venir de l'extérieur. Alors, ça peut être des agressions climatiques, hein, les phénomènes de tornades aujourd'hui qui sont pris en compte dans les calculs et dans les dimensionnements. Ça peut être les phénomènes d'inondation, ça peut être les phénomènes d'explosion je dirais, de type industriel. Ça peut être aussi la chute d'avion. Donc, tout ce qui va permettre effectivement de protéger le réacteur de ces agressions externes.
Bon, et puis accessoirement, ça sert de protection physique, c'est-à-dire, quelque part, ça isole le procédé du public, entre guillemets, public qui pourrait être mal intentionné. Et donc, toutes ces fonctions que l'on va demander au génie civil d'assurer, la particularité, c'est qu'il faut les assurer pendant des durées très longues. Alors là, j'ai écrit supérieur à 50 ans. Le parc nucléaire en service actuellement, il a été conçu à l'époque pour 40 ans, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, on est en train de le qualifier pour 50, peut-être demain 60. Et en tout cas, les EPR2, on est parti, alors, je pense, sur des durées qui doivent plutôt avoisiner les 80 ans. Sachant qu'une installation nucléaire, quand on décide de l'arrêter, il y a encore toutes les opérations de démantèlement qui peuvent être très longues derrière. Et donc aujourd'hui, on raisonne aujourd'hui sur le génie civil, on raisonne sur des durées de vie qui sont de l'ordre de 100 ans. C'est-à-dire qu'il faut que notre génie civil il remplisse toutes ces fonctions-là et sur 100 ans. Et en réalité, bah, toutes ces fonctions que doit assurer le génie civil, c'est ça qui impacte directement la construction et qui fait que ces chantiers de génie civil nucléaire, ils sont différents de ce qu'on peut faire sur d'autres chantiers d'ouvrages d'art, voire de génie civil industriel conventionnel. Alors ça a un impact sur les matériaux. Ce matin, je vais vous parler un peu de béton et de mise en œuvre des bétons, puisqu'il y a quand même un certain nombre de particularités. Je dirais un mot de la précontrainte, mais j'y passerai pas trop de temps. Et puis après, bah, c'est tout ce qu'on appelle, nous, les facteurs de complexité, c'est-à-dire qu'est-ce qui rend finalement ces installations compliquées à construire. Ah, c'est le ferraillage. Et les ferraillages la mise en œuvre des armatures dans ces ouvrages est extrêmement complexe. La mise en œuvre d'un certain nombre d'inserts noyés, donc les inserts que l'on met dans le béton en première phase, bon, avec un impact sur les opérations de coffrage. Et puis, je vous parlerai également de la qualité et de la manière dont il faut manager la qualité de construction de ces installations pour qu'elles atteignent bien, in fine, le niveau d'exigence qu'on attend d'elles. Hein, donc ça passe par la traçabilité totale, hein. C'est comme quand on va acheter sa viande au supermarché, hein, on veut une traçabilité totale. Là, sur le nucléaire, c'est pareil. Quand on a fini, il faut pouvoir démontrer que tout ce qui a été réalisé est conforme. Et puis, bah, ça nécessite de maîtriser, alors on le fait pour nos travaux propres, mais il faut également maîtriser tout ce que l'on va sous-traiter ou tout ce que l'on va acheter chez nos fournisseurs et chez nos prestataires, dont on doit s'assurer également de la qualité. Et puis, bah, tout cela, ça impacte le planning de réalisation de ces installations. Alors, pour donner quelques ordres de grandeur, donc nous, quand on a construit le réacteur d'essai à Cadarache, on a donc attaqué en 2009, on a fini en 2018, donc on a mis 9 ans. Le PR de Flamanville, entre le premier béton qui a dû être coulé en 2009, si ma mémoire est bonne, et la mise en service en 2024, je vous laisse faire le calcul. Vous voyez que tout ça, c'est quand même des projets au long cours qui sont avec des durées qui sont quand même pas habituelles. Bon, voilà pour l'introduction. Donc, on va parler un peu des matériaux et on va parler principalement du béton. Alors, la photo qui est à gauche, pardon, c'est la piscine du réacteur Jules Horowitz, vue de l'extérieur. Et à droite, c'est ce qu'on appelle les cellules chaudes, puisque dans un réacteur expérimental, il y a un certain nombre de manipulations à faire que l'on fait donc dans ce qu'on appelle des cellules chaudes avec des gens qui se trouvent à l'extérieur, qui travaillent à travers des hublots pour travailler sur la matière radioactive. Et ça, c'est une vue du bâtiment réacteur, hein, qui est toujours donc, cylindrique. Et là, on voit son dôme. Alors, effectivement, les bétons, on va commencer par parler des bétons, euh, puisque bah, dans le génie civil nucléaire, on va un peu plus loin on est un peu plus exigeant sur les bétons que ce qu'on peut faire sur des chantiers classiques de bâtiments ou de génie civil conventionnel. Pourquoi? Parce que là aussi, le béton, donc, on lui demande de répondre à des exigences de sûreté nucléaire. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de confinement. Qui dit confinement dit, entre guillemets, étanchéité.
Et pareil, protection des personnels contre le rayonnement, bah, le béton devant assurer une sorte d'écran. euh, il faut que cet écran soit de bonne qualité et la bonne densité et la bonne épaisseur. Et puis, bah, ce béton, il doit aussi s'adapter donc aux spécificités de ces ouvrages avec des taux de ferriage très élevés, avec énormément d'inserts et de trémies. Alors, ce qu'on appelle les trémies, c'est toutes les ouvertures qu'on laisse dans les bétons, dans les ouvrages, dans les voiles, dans les dalles, soit pour faire des passages, des portes, des trappes, mais aussi pour passer tout le procédé, les gaines de ventilation, l'électricité, etc. On a énormément de structures de forte épaisseur, ce qui génère in fine des opérations de bétonnage de très grand volume. Bon, accessoirement, on a quand même besoin que le béton il ait une certaine résistance vis-à-vis des critères de dimensionnement. Et puis, donc, ce que je disais tout à l'heure, on demande à ce béton d'avoir une durée de vie supérieure ou égale à 100 ans. Alors, j'écris en bas que ce sont des exigences qui sont parfois difficilement compatibles. C'est ce qui fait un peu la technicité de ces bétons, de la formulation et de leur mise en œuvre. Alors, si on prend la première exigence qui est l'exigence de confinement, donc là, vous avez une photo de l'enceinte du bâtiment réacteur du réacteur Jules Horowitz. Euh, donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, ce confinement des matières radioactives, donc il est assuré par une paroi donc, qui est en béton armé et précontraint. Et donc, sur ce béton-là, bien, on va chercher une perméabilité à l'air très faible. Donc, EDF a développé des modes opératoires spécifiques pour mesurer la perméabilité à l'air des bétons. On va chercher évidemment à limiter la porosité. Et puis, ça a des exigences également sur le choix de nos matériaux, notamment des sables et des granulats, pour avoir un béton le plus compact possible. Quand on cherche à faire de la protection contre le rayonnement, bon, bah, pour se protéger des rayonnements, bah, faut avoir un écran devant soi. Donc l'écran, bah, il est fait. On a besoin d'un couple épaisseur et densité du béton. Quand on ne sait plus épaissir les voiles parce qu'on n'a pas la place, il faut augmenter la densité du béton. Alors sur les EPR, je ne crois pas qu'on mette en œuvre du béton lourd. Par contre, voilà, sur les réacteurs de recherche, notamment sur le réacteur Jules Horowitz, on a été amené à mettre en œuvre des bétons lourds, donc des bétons de densité 3,5, comparé à un béton conventionnel qui ont des densités de 2,3. Donc ça, c'est des particularités aussi assez techniques. Alors ensuite, il y a la problématique des taux de ferrage élevés. J'y reviendrai tout à l'heure et je vous montrerai des photos plus détaillées des ferrailles. Mais sur le réacteur Jules Horowitz, on a eu des taux moyens de 230 kg par mètre cube, avec localement 500 kg par mètre cube. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans un ouvrage de génie civil conventionnel, on est plutôt entre 100 et 130. Donc, ça veut dire que c'est des ouvrages qui sont extrêmement ferraillés. Et en plus, dans ce ferraillage, on vient insérer donc, des platines de supportage des équipements. On vient insérer tout un tas de réservations. Et donc, tout ça, ça nécessite que le béton, il puisse enrober tout cela, il puisse se frayer un passage à travers le ferraillage et à travers tous ces inserts qu'on met au milieu. Et donc, on a besoin de bétons qui sont extrêmement fluides. Voilà. Donc, on va chercher des bétons qui ont. Alors, la réception des bétons frais se fait sur des mesures, ce qu'on appelle les mesures de cône d'Abrams. On va regarder comment le béton est capable de s'étaler. Et donc, on est toujours sur les fourchettes hautes pour aller dans les ouvrages, pour aller dans ces ouvrages très ferraillés. Et puis, quand vraiment le ferraillage est dense, il faut même réduire la taille des granulats pour éviter, pour pareil, faciliter le déplacement du béton, la migration du béton dans ces ferraillages, voire descendre jusqu'à des micro-bétons avec des granulats vraiment de très faible diamètre. Bon, voilà des photos je dirais de ferraillage pour montrer ce que c'est que le ferraillage dans une installation nucléaire. Et il faut imaginer que bah, dans ces ferraillages, il faut arriver à mettre en œuvre le béton. Parce que ce qui fait la solidité des ouvrages, c'est le ferraillage, mais si le ferraillage n'est pas enrobé de béton comme il faut, bah, en fait, ça ne fonctionne pas, quoi. Il faut vraiment le mariage des deux et un mariage homogène des deux. Ça, c'est le fond de la piscine du réacteur, où là, on voit à la fois le ferraillage qui est mis en œuvre et toutes ces platines, donc qui sont les carrés de couleur beige, hein.
Et donc, pareil, faut réussir à mettre en œuvre le béton et à remplir tout autour des armatures et remplir sous les platines. Alors, l'autre particularité dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on réalise des ouvrages qui sont très épais, très massifs. Sur notre réacteur expérimental, on avait des radiers qui faisaient jusqu'à 1,50 m d'épaisseur. Sur un EPR, si je ne dis pas de bêtises, on doit dépasser les 3,50 m. Le radier de l'îlot nucléaire, je n'ai pas la valeur en tête, mais je pense qu'on doit atteindre les 4 mètres. Les voiles, on allait jusqu'à 1,90 m d'épaisseur. Et donc, la prise du béton, le béton, quand il fait sa prise, bah, il chauffe, c'est une réaction chimique qui est très exothermique. Et on s'est rendu compte par des études qui sont faites depuis quelques années maintenant que la durabilité du béton est directement liée à la limitation de la température du béton pendant qu'il fait sa prise. C'est-à-dire que plus le béton va chauffer, plus on risque d'avoir de problématiques de vieillissement anticipé du béton. Et donc, on va chercher à limiter la température que le béton va prendre lors de sa prise. Nous, sur notre réacteur d'essai, il fallait se limiter à 65 degrés. Et je peux vous dire que 65 degrés, c'est pas beaucoup, notamment quand on a des orages très massifs. Et donc, bah, c'est pareil, ça nous oblige à aller chercher des ciments qui sont très performants de ce point de vue-là. Il ne faut pas mettre trop de ciment, mais il faut en mettre suffisamment pour avoir les résistances dont on a besoin. Et donc, bah, on remplace une partie du ciment par ce qu'on appelle des additions de fines, qui vont donc, qui vont donc limiter le dosage en ciment et donc limiter l'élévation de température. Et tout ça, bah, il faut le tester, il faut le démontrer. Et donc, au stade des études de formulation, bah, on va faire des simulations numériques pour regarder comment nos bétons se comportent. Et puis en stade de production, bah, on va tout faire pour que notre béton soit le plus frais possible quand il arrive dans le coffrage. Donc on va chercher à refroidir les constituants du béton, les granulats, l'eau. Et puis, bah, malgré tout, on va aussi instrumenter certaines parties d'ouvrage pour mesurer ce qui se passe et s'assurer qu'effectivement, on a bien réussi à limiter la température comme on l'avait imaginé. Donc là, vous voyez sur cette diapo-là, c'est une simulation qui avait été faite sur une simulation numérique, voilà, où on va bah, simuler les différentes couches de béton, les températures, quelle température de jour, la température de nuit, la température à laquelle le béton est livré, et puis tout ça, bah, la simulation nous dit, bah, voilà, vous allez atteindre à cœur du radier. Bah, là, on était à peu près à 65, un poil au-dessus. Euh, et puis ensuite, eh ben, on a fait des plots d'essai pour montrer. Donc ça, c'est de l'enregistrement de température en temps réel pendant la prise du béton. Et la courbe rouge, ben, elle montre effectivement ce qui s'est passé au cœur du béton pendant sa prise. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'on est obligé de faire sur ces ouvrages-là. Ça, c'est vis-à-vis des problèmes de durabilité et de qualité du béton dans le temps. Alors, comme les ouvrages sont massifs, bah, du coup, on se retrouve à devoir faire des opérations de bétonnage qui sont de très grands volumes. Donc, nous, sur notre réacteur d'essai, on a eu des opérations de l'ordre de 1500 mètres cubes et on est allé jusqu'à 2800 mètres cubes en une seule opération, c'est-à-dire en coulée en continu 2800 mètres cubes de béton. Donc, ça nécessite aussi, ça a des impacts sur les caractéristiques du béton. On a besoin que nos bétons ne tirent pas trop vite parce que sinon, quand on fait ça couche par couche, il faut évidemment que quand on vient mettre la couche suivante, il faut qu'on arrive à la remarier avec la couche qui se trouve en dessous. Et donc, bah, on est amené aussi à formuler nos bétons de façon à ce qu'ils aient une prise retardée et qu'on puisse faire ce remariage des couches. Et puis surtout, il nous faut des capacités de fabrication. Alors nous, on avait besoin de 100 mètres cubes heure. Donc, vous voyez, un radier qui fait 2800 mètres cubes divisé par 100 mètres cubes heure, ça représente quand même 28 heures d'opération de coulage. C'est une logistique très importante. Donc, dans le cas de notre réacteur d'essai, on avait installé une centrale sur le chantier qui avait donc une capacité dans laquelle elle pouvait produire 40 mètres cubes heure. Et on avait à proximité du chantier des centrales du réseau, ce qu'on appelle de béton prêt à l'emploi, qui venaient en appoint. Et donc, on a réussi à atteindre sur ces opérations-là 90 à 100 mètres cubes de production en continu.
Alors, sur les projets EPR, bon, nous, on avait répondu à l'appel d'offres de Panly. Ce qu'on prévoyait, c'était 3 centrales de production sur site qui font chacune 50 mètres cubes heure de capacité. C'est-à-dire qu'on est capable de produire 150 mètres cubes heure en continu. Bon, donc là, c'est pareil, on est quand même assez loin de ce qu'on fait dans du génie civil conventionnel, où en général, dans la plupart des cas, on s'appuie uniquement sur le réseau des producteurs de béton prêt à l'emploi et on ne monte pas systématiquement des centrales sur nos chantiers. Voilà, donc ça, c'est la centrale à béton qu'on avait donc installée. On voit donc les silos à ciment, et puis au fond, on a les stocks de granulats. Et donc ça, c'est une photo du bétonnage du radier du bâtiment réacteur. Donc là, cette opération-là représentait 2000 mètres cubes de béton. Bon, on a mis à peu près 22-23 heures pour couler ça. Et donc du coup, alors on s'était retrouvé, pour des raisons de planning, on s'est retrouvé en plein hiver. Et même si on est dans le sud de la France, en plein hiver, dans le sud de la France, il peut faire froid. En l'occurrence, cette nuit-là, on était descendu jusqu'à -8. Et donc, bah, on avait prévu tout un système de bâches et de chauffage. Sur une fois le béton mis en œuvre, on bâchait et on chauffait en dessous. Euh, bon, tout à l'heure, je vous disais qu'on avait besoin de maîtriser on ne voulait pas que la température du béton monte trop, mais il faut quand même pas qu'il gèle pendant qu'il fait sa prise. Bon, ça c'est finalement, avec tout ce que je viens de vous dire, ben, on a formulé nos bétons. Donc on avait 4 formules de béton, ce que j'appelle des bétons vibrés. Donc c'est des bétons qui sont mis en œuvre et qui doivent être vibrés pour avoir leur compacité et leur résistance. Donc on était sur des bétons, nous, qui avaient 40 MPa de résistance, hein, donc des bétons C40-50 avec un diamètre de plus gros granulat de 22 mm, et on leur demandait une durée pratique d'utilisation de 2 heures, c'est-à-dire que le béton devait pouvoir être mis en œuvre en coffrage 2 heures après sa fabrication dans le malaxeur. Bon, je ne vais pas détailler forcément tout ce qu'on a mis dans ce béton, mais voilà, on avait 285 kg de ciment, très peu d'eau. Finalement, ces bétons-là, on a 160 litres d'eau dans ces formules, c'est extrêmement peu, puisqu'on a besoin de bétons qui sont extrêmement compacts. Et donc, bah, pas beaucoup d'eau dans un béton. Ça veut dire un béton qui est plutôt très ferme, et donc c'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle des superplastifiants. Et ce sont ces adjuvants finalement qui vont donner la fluidité au béton. Voilà. Donc ça nous évite de mettre de l'eau qui va forcément qui va dégrader la performance du béton. Puis une fois qu'on a fait cette formule de base, ben, on en a dérivé un certain nombre autour de cette formule pour bah, à la fois avoir des formules retardées pour faire nos grosses opérations de bétonnage. Donc on rajoute un adjuvant supplémentaire pour retarder la formule. Et puis après, on a fabriqué des formules avec des plus petits granulats pour aller dans les zones vraiment extrêmement ferraillées. Alors, c'est pas le tout de faire une bonne formule de béton. Après, il faut la mettre en œuvre. Faut arriver à la mettre en œuvre et bien la mettre en œuvre. Donc, malgré la fluidité du béton, malgré la formation de nos personnels, bah, il arrive qu'avec les forts taux de ferraillage, on arrive à ce genre de défaut, hein. Donc là, on a un défaut de mise en œuvre du béton, c'est-à-dire que le béton n'a pas réussi à aller partout. La formation personnelle, c'est un élément clé. Quand on construit un ouvrage de génie civil, je dirais, bah, nos ouvriers, ils vont mettre en œuvre du ferraillage, ils vont dresser des banches. Derrière, bah, tout ça, c'est contrôlable. Une fois que le ferraillage est en place, il y a un contrôleur qui peut passer, compter les barres, vérifier qu'il y a tout, euh, et corriger si besoin. Quand on a mis une banche en place, c'est pareil, il y a un géomètre qui passe, il y a quelqu'un qui passe pour vérifier que les tiges sont serrées. Ouais, et on peut réagir, et corriger si quelque chose ne va pas. La vibration du béton, ça repose uniquement sur les compétences et le savoir-faire de nos ouvriers. Savoir planter le vibreur au bon endroit, savoir le maintenir suffisamment longtemps. Et donc, on forme, c'est quelque chose qui ne peut pas être corrigé si c'est mal fait. Le résultat, c'est ça, hein, c'est le défaut. Euh, et donc, dans ces ouvrages très ferraillés, bah, on s'est posé la question, pour certaines parties d'ouvrage, d'utiliser ce qu'on appelle des bétons autoplaçants.
les bétons autoplaçants qui se sont un peu démocratisés depuis, j'ai envie de dire, ouais, une quinzaine d'années, beaucoup dans le bâtiment d'ailleurs, qui sont des bétons qu'on met, qui sont extrêmement fluides, qu'on met en œuvre sans vibration. C'est-à-dire qu'on a juste à la mettre en œuvre, à le mettre en œuvre dans les coffrages, et on n'a pas besoin de vibration. On a tendance à dire chez nous que ça ressemble un peu à de l'eau. Et donc, ça va un peu partout dans les coffrages et c'est capable d'aller, y compris dans des endroits extrêmement ferraillés. Donc, effectivement, l'avantage de ces bétons autoplaçants, c'est que du coup, bah, dans des zones très ferraillées, on a moins de risques d'avoir des défauts de remplissage. Par contre, ça a des inconvénients. C'est qu'effectivement, comme ils sont extrêmement fluides, bah, ils ont tendance à exercer des pressions plus fortes sur les coffrages. Donc, il faut des coffrages un peu plus costauds. Euh, Ils ont tendance à se faufiler partout. Et donc, bah, il faut traiter l'étanchéité des coffrages avec beaucoup de soins. Et en général, nous, on dit que les ouvriers, on n'a plus besoin d'ouvriers pour vibrer. Par contre, il faut mettre des ouvriers en pied de coffrage pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Et quand il y a une fuite, il faut l'arrêter tout de suite. Bon, et puis l'autre inconvénient, c'est que comme ils sont extrêmement fluides, on ne sait pas faire d'arrêt de bétonnage qui soit subhorizontaux ou subverticaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces bétons autoplaçants, qui sont très intéressants pour les ouvrages très ferraillés, en tout cas, nous, quand on a réalisé notre réacteur expérimental, on n'avait pas le droit de les utiliser pour les enceintes de confinement qui sont précontraintes. Pourquoi? Parce que dans le nucléaire, on aime bien avoir du retour d'expérience sur du très long terme pour savoir comment les bétons vieillissent. Et comme on n'en avait pas beaucoup sur ces bétons autoplaçants, dans le cahier des charges, on nous autorisait pas à les utiliser. Et notamment, on manquait de retour d'expérience sur ce qu'on appelle le fluage du béton. C'est-à-dire que quand on fait du béton précontraint, bah, une fois le béton en place, on vient tendre des câbles qui vont comprimer le béton. Et il y a un phénomène sur le long terme qui se passe, qui est le fluage. Donc, c'est-à-dire que le béton, bah, petit à petit, sous la compression, il va avoir tendance à, enfin, les structures vont avoir tendance à se réorganiser et on va perdre de l'effort de précontrainte. Et c'est ça ce qui faisait peur à notre client sur le long terme, c'est qu'on perde l'effet de la précontrainte. Alors ça, c'est une photo du ferraillage du dôme. Donc, photo du ferriage terminé, et à côté, une image de la maquette 3D, c'est-à-dire qu'on avait, compte tenu de la densité d'armature et les câbles de précontrainte que vous voyez là, qui sont les câbles verts et orange, il a fallu qu'on simule un peu sur 3D pour voir un peu comment tout ça allait s'ordonnancer. Et surtout, quand on a vu cette densité, on a quand même poussé pour développer une formule de béton autoplaçant parce qu'on avait vraiment peur de ne pas arriver à mettre en œuvre notre béton vibré et à ne pas créer de défauts, puis en plus, on n'aurait pas réussi à détecter sur cette partie de l'ouvrage. Et donc, on a fait donc, tout un programme de qualification. Alors, ça aussi, c'est une spécificité du génie civil nucléaire, c'est que dans le nucléaire, on ne fait rien avant d'avoir démontré que ce qu'on va faire sera conforme à ce qu'on attend. Donc, pour arriver à mettre en œuvre ce béton autoplaçant, ben, on a fait tout un programme de qualification qui a commencé en laboratoire. En laboratoire, ben, c'est l'élaboration de la formule, démontrer en laboratoire que la formule répond aux exigences. Ensuite, c'est la fabriquer sur nos centrales de chantier et vérifier que ce qui sort de la centrale de chantier, ben, c'est bien ce qu'on attendait en laboratoire. C'est faire encore un certain nombre de maquettes parce qu'on avait la même problématique de mesure de température du béton. C'est s'assurer aussi qu'on va arriver à le pomper pour le mettre en œuvre dans le coffrage. Donc pareil, on fait des essais avec des pompes à béton et puis on mesure les caractéristiques du béton à la sortie de la pompe pour s'assurer que notre béton n'est pas dégradé. Et puis on va jusqu'à faire des maquettes sur lesquelles on simule une partie d'ouvrage et on met en œuvre le béton pour s'assurer que à la fin, on a bien le résultat attendu. Et une fois qu'on a fait tout ce programme de qualification, on est autorisé à réaliser l'ouvrage grandeur nature, tu vas dire. Voilà, donc ça c'est la maquette. On a fait une maquette de mise en œuvre, un petit bout du dôme où on a testé bah, tout ce qu'on voulait tester, la bonne mise en place du béton à travers le ferraillage, le bon recouvrement des différentes couches, euh, et puis les mesures de température. Une fois qu'on a eu fini ces maquettes, et ben, le programme de bétonnage a été validé et on a pu bétonner notre dôme. Et voilà donc le résultat final.
Alors, je vais quand même dire un petit mot du béton lourd. Euh, alors, le béton conventionnel, on a une densité avec ces bétons-là, de manière générale, on est aux alentours de 2,3. Là, il fallait fabriquer du béton avec une densité de 3,5. On n'a qu'une seule solution pour faire du béton lourd. Le seul paramètre sur lequel on peut jouer, c'est le granulat. Donc, en fait, il faut remplacer le granulat, le sable et les cailloux, pour le remplacer par des matériaux ferreux qui sont très lourds et qui vont donc alourdir, qui vont rendre le béton plus, la masse volumique du béton, qui va augmenter la masse volumique du béton. Et donc, on se retrouve avec une formule de béton dans laquelle on a ce qu'on appelle la pâte cimentaire, qui est donc le ciment, les adjuvants et l'eau, qui a une densité alors de l'ordre de, on doit être un peu en dessous de 3. Et donc, les granulats qui ont une densité, alors là, nous, on avait utilisé un matériau ferreux qui s'appelle la magnétite, qui avait une densité de 4,8. Et donc, on a un matériau qui est très hétérogène. Et ce matériau très hétérogène, il a une particularité, c'est que quand on le vibre trop, eh ben, on le ségrège et on obtient ça. C'est-à-dire, donc ça, c'est un essai qu'on avait fait sur un béton lourd, qu'on a un peu survibré, et on a fait une carotte dedans pour voir ce qui se passe. Et donc, vous voyez que la partie basse de la carotte, elle est noire. Donc ça, c'est tout le matériau lourd qui s'est retrouvé au fond. Et en partie haute, on n'a que du gris. Et donc, ça veut dire qu'on n'a plus de granulat dans la partie haute et on n'a plus que du ciment. C'est-à-dire que là, on a un béton qui est complètement inhomogène. On n'a probablement pas la bonne résistance en bas et on n'a probablement pas la bonne densité en haut. Et donc, en fait, la difficulté à laquelle on a été confronté sur ces bétons lourds, c'est que nous, il fallait qu'on arrive à le mettre en œuvre dans des ferraillages très importants, très denses, comme celui qu'on voit là. Il peut y avoir une autre photo après, encore plus parlante. Donc là, c'était la piscine du réacteur dans laquelle on avait plus de 300 kg au mètre cube. Et donc, aller mettre en œuvre du béton lourd dans des ferraillages tels que ceux-là, bah, en fait, on s'est dit qu'il allait falloir probablement beaucoup insister sur la vibration et donc on allait avoir probablement le résultat que je vous ai montré sur la diapo d'avant. Et donc bah, là aussi, il a fallu concevoir une formule de béton. Alors voilà un autre exemple de structure dans laquelle il fallait mettre en œuvre du béton lourd, avec beaucoup d'inserts. Pardon, je reviens en arrière. Et donc il a fallu là aussi développer des formules de béton autoplaçant en béton lourd. Donc ce qui n'a pas été une mince affaire parce que ça s'était jamais fait. Euh, donc là, on a fait un peu de recherche-développement avec l'aide de nos partenaires fournisseurs de béton et laboratoires. On a mis un an à développer la formule. Donc, vous voyez, quand je dis que c'est des projets au temps long, mais n'empêche qu'à la fin, ça a bien fonctionné parce qu'on a dû en faire à peu près 3000 mètres cubes et on n'a vraiment eu aucun souci. Par contre, je peux vous partager le prix de cette formule de béton. Aujourd'hui, un béton classique, ça vaut entre 130 et 160 euros du mètre cube. Ça dépend des formules. Là, on était à 1600 euros du mètre cube. Pour donner un ordre de grandeur de ce type de béton. Bon, c'était pour la culture technique. Alors, je vais dire un mot de la précontrainte. Oui. Je t'interromps juste 2 minutes pour faire éventuellement prendre des questions sur le béton avant de passer sur la précontrainte. Oui. N'hésitez pas, il n'y a pas eu de questions dans le chat. Je vois pas de main levée. N'hésitez pas, là, les professeurs qui sont connectés. Si vous avez on fait comme ça un petit moment de questions-réponses. Bon, je veux bien lancer si tu veux, Saoussen, comme ça, vite fait. Jean-Pierre. Oui, bah, d'abord, moi, pour le moment, hein, merci à Monsieur Nollet, parce que bravo, on est vraiment, entre guillemets, dans le cahier des charges qu'on avait prévu. Et dans tous les cas, ce qu'on a déjà vu et ce qu'on va voir, je n'en doute pas, sera un élément important dans notre affaire. On a bien vu le lien entre les spécifications, donc ça, c'est intéressant pédagogiquement, donc quelque part, le pourquoi, le comment on fait tout ça.
Puis je dirais, moi, que les collègues peuvent poser des questions effectivement techniques. Ça fait le lien d'ailleurs ce que vous avez fait à probablement un autre webinaire qu'on fera à la rentrée sur le concept global d'ailleurs de sûreté et pas uniquement dans le cadre du génie civil. Et puis j'ai vu quand même des trucs pédagogiques intéressants. Ben, on voit bien qu'on a tout intérêt à ce que les jeunes aillent faire des périodes dans l'entreprise, quel que soit leur statut. Alors pas forcément sur un EPR, pourquoi pas, mais dans des structures où on a des choses qui sont proches, ça doit exister par rapport aux contraintes que vous avez dit. Et puis même dans votre document, hein, j'ai vu qu'il y a de la simulation numérique, donc c'est important, ce qu'on ne peut pas faire dans la salle de classe pour des questions diverses. On peut quand même la faire en simulation numérique avec des outils, donc je pense qu'il y a une ouverture pédagogique. Et puis, bon, je ne sais pas quelles sont les maquettes, la taille des maquettes dont vous avez parlé. Évidemment, si une maquette, pour vous, ça fait 2 fois la taille d'une salle de classe, c'est un peu compliqué. Mais quelque part, derrière les maquettes, il peut peut-être y avoir, pour certaines fonctionnalités attendues des bétons, pourquoi pas des idées de travaux pratiques. Il faudrait voir dans le détail un peu ce que ça fait. Donc voilà, c'est pas vraiment une question, mais c'est déjà un premier merci et puis quelques remarques globales. Merci à vous. Merci Jean-Pierre. Bon, bah écoute, s'il n'y a pas de réaction, question, ben Nicolas, on te laisse poursuivre. Allez, bah donc je continue. Donc, oui, je disais un mot sur la précontrainte. Alors, ça, c'est une vue du bâtiment réacteur. Donc, il n'y a que le bâtiment réacteur hein, qui est précontraint. Alors, je vais directement aller. Bon, là, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, on a une précontrainte tridimensionnelle. C'est-à-dire qu'on a des câbles. On a des câbles verticaux qui viennent comprimer le cylindre dans sa hauteur, en quelque sorte. Et on a des câbles horizontaux qu'on appelle des cerces qui viennent comprimer la brique. On appelle ça la brique, non? Et puis, donc, également dans le dôme. Alors, pourquoi on met de la précontrainte? En fait, ce qu'on cherche, donc l'enceinte du bâtiment réacteur, je vous disais tout à l'heure, il faut qu'elle reste étanche pour éviter la dispersion de matière, que ce soit en phase d'exploitation de la centrale ou éventuellement en phase d'incident ou pire en cas d'accident. Et donc, on va chercher pour ça à limiter l'ouverture des fissures dans le béton pendant évidemment toute la durée de vie de l'ouvrage. Et donc, en fait, cette précontrainte, elle sert à quoi? Les enceintes des bâtiments réacteurs sont dimensionnées avec ce qu'on appelle l'accident nucléaire de référence. Bon, sur un EPR, c'est l'emballement de la réaction qui fait ça va créer une bulle de vapeur et une forte montée en pression du bâtiment réacteur. Et donc, on va avoir tendance à gonfler la cocotte minute. Hein. Et donc, en fait, la précontrainte, elle est là pour que, malgré ce gonflement, bah, on n'ouvre pas de fissure. Voilà. Donc, et donc, c'est pour ça que ce dispositif est très important pour la sûreté de l'installation. Et que ce qu'il faut savoir, c'est que sur un réacteur de puissance, et c'est vrai aussi sur un réacteur d'essai, on fait ce qu'on appelle une épreuve d'enceinte. C'est-à-dire qu'avant la mise en service, on va gonfler l'enceinte, c'est-à-dire on va faire monter la pression à l'intérieur de l'enceinte pour mesurer son taux de fuite, et on va le refaire, si je ne dis pas de bêtises, tous les 10 ans. Et c'est ce qui permet de garantir cette étanchéité. Et puis, bah, dans les enceintes des bâtiments réacteurs, on a un certain nombre d'instrumentations qui permettent aussi de mesurer l'effet de la précontrainte et le fait que la précontrainte reste bien active pendant toute la durée de vie de l'installation. Alors, je me permets d'interrompre Nicolas, on a une question. Quel type de sollicitation est soumis à quel type de sollicitation est soumis le béton à l'intérieur du réacteur? Eh ben, alors, je vais y venir tout à l'heure quand je vais parler un peu des taux de ferraillage. Aujourd'hui, on prend en compte tout un tas de cas de charge différents. Donc, effectivement, il y a les cas de charge accidentels dont je viens de parler, donc qui est l'effet de pression. Mais après, on a le séisme, on a on a tout ce que l'on appelle les phénomènes de retrait du béton qu'on va chercher à limiter, puisqu'on va chercher à limiter l'ouverture de fissures. Donc, on va avoir tout ce qui est
tout ce qui est cas de charge de retrait, pour maîtriser le retrait. Et donc, pour protéger notre précontrainte, en fait, les câbles de précontrainte sont dans des tubes qui, eux, sont noyés dans le béton en première phase. Donc, on laisse des tubes dans lesquels vont ensuite vont être enfilés les câbles de précontrainte. Et les câbles de précontrainte, une fois qu'ils sont mis en tension, ils sont protégés par des coulis de ciment, par un coulis de ciment, qui fait qu'on va s'assurer de sa pérennité. Alors, on avait un cas particulier sur le RGH, je vais passer assez vite. C'est que sur le RJH, le client voulait justement pouvoir retendre sa précontrainte pendant toute la durée de vie de l'ouvrage, voire remplacer des câbles de précontrainte. Et donc, effectivement, on a utilisé une technologie qui s'appelle le toron gainé graissé. Donc, ça veut dire que la précontrainte classique, entre guillemets, par post-tension, c'est, je disais, on laisse un tube, on enfile des câbles. Une fois que le béton a durci, donc on enfile les câbles et on les met en tension. Une fois que la mise en tension est faite, on injecte un coulis. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on ne peut plus agir sur les câbles de précontrainte, tout est figé. Là, on a utilisé une autre technique, c'est qu'on a laissé des tubes dans le béton de la même façon, sauf qu'on a utilisé ce qu'on appelle des torons unitaires qui sont dans des gaines en PEHD, qui sont graissés. Et donc, on enfile ces torons gainés graissés dans les tubes, on injecte, et ensuite on met en tension. Et en fait, comme le toron glisse dans sa gaine, on peut retirer, on peut remettre en tension la précontrainte, voire on peut remplacer un toron. Donc effectivement, là, sur un EPR, on est sur du câble de précontrainte noyé dans le béton, enfin dans un coulis. Et sur le RJH, on était sur des câbles de précontrainte, je dirais, qui étaient libres dans des gaines graissées. Alors, un petit mot aussi sur les reprises de bétonnage, parce que c'est souvent un sujet qui est très important dans ces ouvrages de génie civil. Les reprises de bétonnage, on a parfois des traitements un peu particuliers. Alors, sur l'enceinte de confinement, comme on cherche une étanchéité, il faut que nos états de surface soient vraiment extrêmement propres et très adhérents pour que pour que le béton de deuxième phase soit bien marié entre guillemets avec le béton de la première levée. Et donc, on ajoute en plus dans ces reprises de bétonnage un certain nombre de réseaux injectables. Je vais vous montrer les photos après, comment ça fonctionne. Et puis, quand on a des murs en béton qui doivent assurer de la radioprotection, on ne peut pas faire une reprise plane. On est obligé de casser le plan de reprise pour piéger le rayonnement. Donc ça, c'est des photos de ce qu'on appelle les joints injectables. Donc, dans nos reprises de bétonnage sur l'enceinte, comme on veut s'assurer d'une parfaite étanchéité, on va noyer ces réseaux-là. Et ces réseaux-là, derrière, on peut faire des tests à l'air, c'est-à-dire qu'on envoie de l'air sous pression pour vérifier si notre reprise de bétonnage elle est bien étanche. Et si elle n'est pas étanche, on peut injecter des résines extrêmement fluides qui vont venir boucher les vides. Et ça, c'est un exemple de reprise de bétonnage. Donc, quand on a besoin de protection radiologique, vous voyez, on fait une reprise de bétonnage avec un espèce de redent au milieu pour bloquer le rayonnement. Donc ça, le traitement des reprises de bétonnage est extrêmement important dans ce type d'ouvrage. Et on y porte un soin très particulier. Bon, voilà pour ce qui est des matériaux. Et donc maintenant, je voudrais vous parler un peu de ce qui fait la complexité de ces ouvrages. Là, vous avez une photo du réacteur en construction. Avec à droite, donc, le bâtiment réacteur cylindrique, et puis à gauche, ce qu'on appelle le bâtiment des annexes nucléaires. Donc, on va parler de densité du ferraillage, puisque c'est quand même la principale problématique. On va parler de tous ces inserts noyés que l'on met en œuvre dans les bétons, avec des tolérances de positionnement qui sont parfois assez restreintes, assez fines. Et puis, je n'aborderai pas nécessairement les opérations de coffrage, ni les opérations de finition. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après décoffrage de nos structures, on a souvent un gros travail de finition, tout simplement parce que ces ouvrages-là, donc on applique ensuite des peintures industrielles, et que ces peintures industrielles ont elles aussi des spécificités un peu particulières qui supposent que nos supports soient de très bonne qualité. Donc on a souvent des opérations de finition assez importantes à faire avant de pouvoir faire les mises en peinture. Alors, les densités d'armature. En fait,
quand on a construit les premiers réacteurs, les réacteurs qui tournent aujourd'hui sur le parc dans les années, on va dire, 70 à 90, on avait des densités d'armature qui étaient de l'ordre de 130 kg par mètre cube. Bon, ce qui était déjà des densités importantes pour l'époque, mais finalement, comparé à ce qu'on fait aujourd'hui, c'était relativement faible. Il y a un réacteur d'essai qui a été réalisé dans les années 2000 pour les militaires à Cadarache. Et là, on a commencé à voir apparaître des densités beaucoup plus importantes, avec 200 kg par mètre cube pour le module de la piscine d'entreposage et 300 kg pour le réacteur. Quand EDF a produit les premières études sur Flamanville 3, donc à la fin des années 2000, là, ils sont arrivés même à des densités de l'ordre de 400 kg par mètre cube, voire 500 localement. Et nous, sur le réacteur Jules Horowitz, au final, sur le bâtiment réacteur, on a atteint une densité moyenne de 270 kg par mètre cube. Et sur le bâtiment des annexes nucléaires, on était plutôt à 200 kg par mètre cube. Alors pourquoi on a de telles densités? Bon, d'abord parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les ouvrages, il faut qu'ils résistent à un très grand nombre de cas de charge accidentels. Donc on a le séisme, on a les événements climatiques extrêmes, donc comme la tornade, on a les chutes d'aéronefs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on simule la chute d'un aéronef plus ou moins gros sur les réacteurs pour s'assurer de leur intégrité après un tel accident. Pour l'accident nucléaire de référence dont je parlais tout à l'heure. Et puis surtout, ce qui change aujourd'hui, c'est que on cherche vis-à-vis de la durabilité du béton et vis-à-vis de l'étanchéité que l'on cherche sur les enceintes, on cherche à limiter les phénomènes de retrait et à limiter l'ouverture des fissures. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui à augmenter significativement les densités d'armature. Aujourd'hui, on considère, il y a une bonne partie de ces ouvrages aujourd'hui qui peuvent être dimensionnés par ces cas de charge thermique, donc vis-à-vis de ces phénomènes de retrait. Et donc, en fait, quand ils ont fait, à la suite des premières études sur FLA 3, où ils ont obtenu des densités aussi élevées que ça, c'est là qu'en fait, ils ont mis au point des méthodes de prise en compte du retrait un peu plus optimisées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est pas resté aux alentours des 400 kg par mètre cube, parce que sinon, je pense qu'à la mise en œuvre, vous allez voir que déjà 270 kg par mètre cube moyen, c'est déjà compliqué. À 400, ça devient extrêmement complexe. Alors, le fait qu'on ait ces densités élevées, donc voilà, pour le RJH, la moyenne globale, c'était 230, 270 réacteurs, 200 sur le bâtiment des annexes. En fait, ça fait que ces chantiers-là, nous, on considère dans nos entreprises que ça devient des chantiers de ferraillage. Et en fait, c'est la mise en œuvre du ferraillage qui va donner le rythme de construction de l'ouvrage. Donc, il va falloir chercher à réduire ce temps d'installation et de montage des armatures. Et donc, on va recourir énormément à la préfabrication de cages d'armature. C'est-à-dire que pour éviter de faire ça sur le chemin critique du planning, on va s'installer des aires de préfabrication à côté pour limiter les cycles, limiter la durée des cycles de construction. Par voie de conséquence, on va énormément utiliser ce qu'on appelle les manchons de raboutage d'armature. Pour faire passer les efforts d'une barre d'acier à l'autre, on fait ce qu'on appelle des recouvrements, mais quand on n'a pas la place, on va utiliser des manchons filetés. Et donc tout ça fait que aujourd'hui, non seulement on fait beaucoup de méthodes sur la réalisation des ouvrages pour les coffrages, etc., mais il faut maintenant également faire des méthodes pour le montage des armatures. Aujourd'hui, les armatures, c'est un métier chez nous qui est externalisé. Nous, dans l'entreprise, chez Raselbeck, on ne pose pas d'armature. On sous-traite à des entreprises dont c'est le métier. Et donc, le choix de cette entreprise sous-traitante devient stratégique. Parce que si on se trompe, on plante le planning du projet. Alors, voilà un exemple de ce qu'on appelle la préfabrication. Donc, donc le bâtiment réacteur du réacteur de Horowitz. Il avait un diamètre de 35 mètres à peu près, donc ça veut dire qu'on avait un périmètre d'enceinte qui faisait 100 mètres. Et on coulait des levées de bétonnage, donc on faisait un anneau de 100 mètres de périmètre sur 2,50 m de haut. Et donc on préfabriquait, on avait donc cet anneau, on l'avait subdivisé en 10 tronçons, en 10 morceaux, et donc on fabriquait des morceaux d'armature préfabriquée.
Donc, on avait installé à proximité des gabarits. Donc, ce qu'on voit sur la photo, là, c'est des gabarits qui ont le rayon du bâtiment réacteur. Et donc, on vient faire toute la préfabrication des armatures sur ce gabarit. On voit même qu'on embarque, là-bas, on voit des fourreaux métalliques circulaires, là. Donc, on embarque tout ça, y compris les platines. Et une fois que c'est prêt, on prend ça à la grue et on vient les poser complètement terminés dans le bâtiment. Voilà. Donc ça, c'est une technique qui nous permet de limiter le temps de réalisation d'un anneau d'enceinte. La problématique, c'est que pour faire de la préfabrication, il faut de la place. Il faut non seulement de la place à proximité du bâtiment, mais il faut aussi des moyens de levage importants, parce qu'on va manipuler des cages qui sont des cages d'armature, donc des colis qui sont très lourds. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est donc le plan d'installation de chantier à une certaine étape de construction. Donc en marron foncé, au centre de la diapo, vous avez donc le bâtiment, ce qu'on appelle l'unité nucléaire. On voit le bâtiment réacteur et le bâtiment des annexes nucléaires. Et les parties qui sont hachurées autour sont des zones qui sont donc dédiées à la préfabrication des armatures. Vous voyez que ça prend quand même beaucoup de place. Sur ces chantiers-là, on a quand même besoin de place à côté. Et il faut évidemment que ces zones de préfabrication, elles soient desservies par les grues. Là, vous voyez les grues, vous voyez les cercles de grues là, qui sont, donc là, en l'occurrence, on devait avoir, je ne sais plus, à ce moment-là, on devait avoir 6 grues ou 7 grues. Et il faut que nos aires de préfabrication soient sous les grues pour pouvoir récupérer ces cages et aller les poser. Voilà une opération de pose de cage d'armature. Euh, et donc, nos cages d'armature, aujourd'hui, c'est le facteur limitant, puisque ce sont finalement les colis les plus lourds à manipuler par les grues. Et donc, le choix des capacités de grue se fait à partir des densités d'armature et du découpage que l'on va faire de nos cages d'armature. Donc là, la cage qui est suspendue à la grue, pour donner un ordre de grandeur, on imagine que le morceau, là, il doit faire à peu près, ça doit faire à peu près 5 mètres de haut par 5 mètres de large, donc il y a 25 mètres carrés de panneau, probablement pas loin d'un mètre d'épaisseur. Donc ça représente un panneau de futur 25 mètres cubes de béton. Donc si on est à 200 kg au mètre cube, ça veut dire que là, probablement, la cage, elle pèse 5 tonnes. Voilà. Et on a manipulé des cages qui faisaient jusqu'à 10 à 12 tonnes. Et donc, bon, voilà une autre vue du chantier. Ce qui fait que nos deux plus grosses grues, elles ont été dimensionnées pour manipuler des cages de 12 tonnes en bout de flèche. Donc voilà notre plan de grue. Et donc, nos deux grues principales, elles étaient capables de lever 11 tonnes à 50 mètres. On est quand même assez loin de ce qu'on a l'habitude de voir sur des chantiers de bâtiments. Et encore, à 11 tonnes à 50 mètres, il y a certaines cages d'armature qu'il a fallu décider à un moment donné finalement de rescinder en deux, parce que la densité de ferraillage avait augmenté par rapport à ce qu'on avait imaginé au départ du projet. Et donc, nos grues n'arrivaient plus à les lever. Alors, quand je disais que le ferraillage, c'est la mise en œuvre du ferraillage, c'est ce qui donne la cadence du planning. Donc là, j'ai remis une photo du ferraillage de la piscine du réacteur. La piscine du réacteur, là, pour le coup, elle était extrêmement ferraillée, puisqu'en moyenne, on avait 360 kg par mètre cube d'acier. Là, vous avez une très belle photo. Là, on a des aciers de diamètre 40, hein. Les cerces, là, les aciers, les cerces d'acier, là, c'est du diamètre 40. Cette piscine, elle représentait 442 mètres cubes de béton. Donc, c'est 1% du volume de béton de la totalité de l'installation. On a mis 22 mois pour la réaliser. C'est un vrai travail d'orfèvre. Voilà d'autres. Alors, ce que je disais tout à l'heure, les recouvrements d'armature par manchonnage plutôt que par recouvrement, on le voit bien sur la photo qui est en bas à gauche. Donc là, ce qu'on voit, tous les petits points blancs, là, c'est des manchons. C'est-à-dire que ce voile, là, il est ferraillé avec des armatures à peu près tous les 10 cm. Et donc, on voit bien que là, quand on va venir couler le voile qui est devant celui-là,
on voit bien qu'on n'a pas la place de faire du recouvrement. Donc ça veut dire que tous les aciers ici, ils sont tous manchonnés, c'est-à-dire qu'ils sont tous assemblés par filetage. Bon, la problématique des manchons, c'est que nous, on avait fait un petit calcul. En gros, un manchon, ça coûte 8 fois plus cher qu'un recouvrement. C'est ce qui fait aussi le prix de ces ouvrages. Et puis, bah, on a beau préfabriquer. À un moment donné, bah, les cages d'armature, quand on les installe dans l'ouvrage, bah, il faut les connecter entre elles. Et il faut faire des connexions entre les voiles et les dalles. Il faut faire des connexions entre les voiles et les voiles. Et là, bah, c'est là que les difficultés arrivent, puisqu'on cumule les densités d'armature des deux parties d'ouvrage qui se recoupent. Et donc, bah, on arrive avec des densités d'acier qui sont assez sympathiques, là. Faut imaginer les compagnons là, qui ont monté ces armatures. Je crois que j'ai d'autres photos aussi après. Voilà. Donc là, évidemment, bah, le traitement de ces points singuliers, bah, ça se préfabrique pas, hein, ça se fait sur le terrain, ça se fait sur place. Et donc c'est ça qui fait que les délais sont. Ça allonge fortement la durée de réalisation de ces parties d'ouvrage. Voilà sur le ferraillage. Donc, faut vraiment retenir que ce sont vraiment des chantiers de ferraillage. C'est la mise en œuvre du ferraillage qui dicte le cycle de bétonnage. Le deuxième point qui participe également à la complexité de ces ouvrages, c'est tous les inserts que l'on va mettre en œuvre dans le béton avant le bétonnage, hein, qu'on met en première phase, et les tolérances qu'on va leur demander. Donc là, vous avez deux photos. À gauche, c'est une piscine. C'est une future piscine. Donc là, vous voyez tous les carrés là, de couleur saumon. Là. Donc ça, c'est des platines. Et ces platines, en fait, elles vont servir de support ce qu'on appelle le liner des piscines, hein. Donc les piscines, elles sont habillées d'une paroi en inox. Donc il va devoir être soudé sur ces platines. Donc là, on a un grand nombre de platines qui servent à ça. Et sur la photo de droite, c'est une vue de l'extérieur du bâtiment réacteur. Où là, c'est pareil, on a énormément de platines. Pourquoi? Parce que dans le bâtiment réacteur, comme on recherche une étanchéité et une qualité parfaite du béton, il est interdit de venir faire des perçages pour venir fixer quoi que ce soit dans ce béton. Donc, dès qu'on a quelque chose à fixer sur un béton d'enceinte, on met une platine précédée. Sur le RJH, on a mis en œuvre plus de 7000 platines. Sur un EPR, moi j'avais en tête 150 000 platines qui sont mises en œuvre. Et donc, bah ça fait partie aussi. Ça fait partie de la complexité de réalisation. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, il faut approvisionner ces platines, il faut les fabriquer. On a beaucoup de modèles différents, donc il y a une vraie logistique de fabrication, d'approvisionnement et de mise en œuvre de ces platines. Donc forcément, nous, on a toujours tendance à chercher à standardiser, c'est-à-dire à ne pas, au lieu d'avoir 50 modèles différents, ben, on va essayer de faire un peu moins de types différents, quitte à faire des platines un peu plus grandes. Et après, la problématique, c'est d'arriver à faire rentrer ces platines dans le ferraillage, puisque ces platines, pour tenir, ben, elles ont des goujons à l'arrière qui doivent venir se marier en interface avec le ferraillage. Donc là, ben, il faut aussi travailler sur l'optimisation des ancrages. Bah, tout cela, bah, ces platines, en général, comme elles servent d'interface avec le procédé, bah, on demande souvent aux génies civilistes de faire ce que le mécano veut obtenir derrière. Les mécaniciens, ils travaillent au millimètre. Nous, les génies civilistes, on n'est pas bon, on travaille au centimètre. Et donc, on ne sait pas régler des platines au millimètre. Euh, mais bon, on essaye quand même Donc, souvent, on se retrouve avec des tolérances très faibles. Et donc, nous, on incite toujours les concepteurs de ces installations à, à ne pas aller trop loin dans les tolérances de mise en œuvre de ces inserts, quitte à prévoir des pièces d'adaptation entre le process et le génie civil. Voilà, donc ça, c'est des photos qui montrent comment les platines sont insérées dans le ferraillage. Donc, il y a un vrai travail de calpinage, on va dire, des platines par rapport à ces ferraillages. Donc, à gauche, c'est des goujons d'ancrage qui sont extrêmement encombrant. Et donc, forcément, les platines difficiles à rentrer dans le ferraillage. Et puis à droite, on avait essayé d'optimiser un peu les goujons d'ancrage
en les faisant un peu plus longs, mais avec des têtes d'ancrage un peu moins encombrantes, qui sont un peu plus faciles à mettre en œuvre. Alors pourquoi effectivement les tolérances, les tolérances les tolérances de positionnement de ces platines, elles vont influer sur la méthode de construction? En fait, on a deux cas possibles. Soit on a vraiment besoin d'une tolérance et d'avoir une platine qui va être vraiment à sa place à 10 mm près une fois qu'on aura fini de bétonner. Et auquel cas, on va devoir les fixer sur un coffrage. On va devoir avoir un coffrage très rigide, les brider sur un coffrage. La problématique sur la photo de gauche, c'est qu'une fois qu'on a mis toutes ces platines avec tous ces goujons qui dépassent, il est impossible de préfabriquer les armatures. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve à devoir monter le ferrage en place. Et à l'inverse, à droite, on a une autre technique qui est de mettre en œuvre les platines dans la cage de ferraillage. Donc on va préfabriquer non seulement la cage de ferraillage, mais on va intégrer les platines dedans directement. Par contre, quand on fait ça, il va falloir qu'on maîtrise le mieux possible le mouvement du ferraillage dans le coffrage, enfin le mouvement du ferraillage et du coffrage au moment du bétonnage, euh, pour que au décoffrage, nos platines soient à la bonne place. Bon, on a quand même eu, sur notre chantier, on a eu un certain nombre de difficultés, puisqu'on avait à peu près 15% des platines qui se sont révélées hors tolérance après les coffrages. Comme quoi, voilà, quand les tolérances sont vraiment trop faibles, on a beau chercher à toutes les techniques possibles, à la fin, il y a quand même il y a quand même un peu d'écart qu'il faut corriger. Bon, puis après, on a des platines qui sont très très grosses. Alors là, vous avez une photo d'une platine qui tient un pont, ce qu'on appelle le pont tournant dans le bâtiment réacteur. Donc là, je me souviens plus du poids de ces platines, mais enfin, on devait être aux alentours de pas loin de 800 kg. Donc là, on peut plus les tenir sur les coffrages, on peut plus les tenir dans le ferraillage. Et donc là, on met carrément des structures mécano-soudées qui sont noyées dans le béton, sur lesquelles on vient fixer ces platines. Donc ça, c'est un vrai sujet, c'est une vraie spécificité des ouvrages nucléaires, la mise en œuvre de ces platines. Voilà, donc pour vous donner quelques chiffres qui traduisent un peu tout ça, donc notre réacteur expérimental, c'était 40 000 m3 de béton. Pour comparer, un EPR, c'est plutôt 200 000. Alors, je ne sais pas combien on en est rendu aujourd'hui, mais enfin, ça va être à peu près l'ordre de grandeur. Donc c'était 40 000 m3 et on a dépensé 1 million d'heures de travail pour faire cet ouvrage, hors ferraillage, puisque le ferraillage était sous-traité. Ça veut dire qu'en moyenne, on a un rendement de réalisation de 25 heures par mètre cube. Le million d'heures de travail, c'est tout compris, hein. Ça comprend les grutiers, ça comprend tout le personnel qu'on avait, tout le personnel ouvrier qu'on avait sur le chantier. Un chantier de bâtiment, pour donner un ordre de grandeur, bon, j'en ai pas fait souvent, mais bon, on m'a toujours dit que ça tournait entre 5 heures et 5-6 heures au mètre cube. Vous voyez, on est quand même très très loin de ces rendements. Ce sont vraiment des ouvrages qui coûtent très cher à construire parce que beaucoup de main-d'œuvre. Si on prend que l'unité nucléaire, c'était 30 000 m3 de béton, 7 000 tonnes d'armature, donc 230 kg au mètre cube. On a mis en œuvre 110 000 coupleurs. Et le rendement de mise en œuvre des armatures, c'est 28 à 30 heures de main-d'œuvre par tonne d'armature. Donc là, c'est pareil, c'est très très important. Donc ça, c'est pour faire du béton armé. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la profession, les donneurs d'ordre, ont réfléchi à des nouvelles technologies pour essayer de limiter un peu cette complexité de réalisation. Et il y a une solution aujourd'hui qui est en train d'être développée qui s'appelle le steel concrete. C'est quoi le steel concrete? Euh, donc c'est une autre manière de réaliser c'est une vraie structure mixte béton-acier. En fait, il y a deux plaques d'acier qui font les parements du voile. Bon, là, on voit des voiles. Ces deux plaques d'acier, elles sont jointes par des tirants. Euh, Toutes les plaques d'acier, donc elles ont des goujons qui vont venir se marier avec le béton. Et donc, une fois qu'on a mis ces plaques d'acier, on va venir couler du béton à l'intérieur. Donc, c'est plus vraiment du béton armé. Et donc, dans tout ce que je viens de vous dire là, vous n'avez pas entendu parler d'armature. Donc, effectivement, il n'y a plus d'armature, si ce n'est dans certaines parties spécifiques.
Et donc, c'est une autre manière de faire du béton structurel. Alors, pourquoi c'est intéressant? Bah, d'abord parce que il y a un vrai gain planning et donc probablement un gain financier, puisque bah, une bonne partie de ces structures pourraient être fabriquées en usine, c'est-à-dire en dehors complètement du chemin critique. Il n'y a plus d'opération de ferriage et de coffrage, puisque finalement le coffrage il est assuré par les plaques métalliques de parement. Et on n'a plus non plus d'opération de finition après décoffrage, puisque on a une peau en acier. Et le deuxième gain qu'on y voit, bah, c'est un gain en termes de qualité. D'abord parce que on va faire beaucoup de préfabrication en atelier dans des conditions de travail qui sont bien meilleures, avec des conditions de contrôle, pareil, et de contrôle qualité qui sont quand même un peu plus simples. Et surtout, on va diminuer le nombre d'heures de travail sur le chantier, qui sont par définition un peu plus accidentogènes. Bon, aujourd'hui, la sécurité sur les chantiers, c'est une priorité pour nos entreprises. Mais il est évident que quand on réalise des ouvrages, des coffrages, des opérations de ferraillage, bah forcément, les risques d'accident sont plus forts que quand on fait de l'assemblage en atelier. Alors voilà, la différence bah, dans la partie haute, c'est un cycle de coffrage. Alors, en 28 jours, ils exagèrent un peu quand même, parce qu'on ne met pas 28 jours à faire un voile, mais bon, en gros, il faut commencer par ferrailler, ensuite on coffre, on bétonne et on décoffre. Bon, avec le style concrete, effectivement, on amène directement sur le chantier des panneaux préfabriqués qu'on va rabouter par soudage, donc il faut quand même faire du soudage sur place, et ensuite on va remplir de béton. Donc effectivement, il faut souder sur chantier. Les panneaux vont être aboutés par soudage euh, les uns avec les autres. Alors, où est-ce qu'on en est du développement de cette solution-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà utilisé. Alors, pour moi, c'était utilisé au Japon et aux États-Unis. En Europe, ça n'a pas encore été utilisé sur des installations, sur des ouvrages, enfin des installations entre guillemets définitives. Par contre, il y a un certain nombre de projets scientifiques qui ont bien avancé. À la fois sur la partie compréhension du fonctionnement structurel de ce matériau, puisque bah, il va falloir concevoir. Alors, je pense que le règlement de conception aujourd'hui, il doit être écrit. C'est-à-dire comment on calcule les ouvrages avec ce type de conception. Et puis, il y a des projets de construction qui ont été faits, pareil, pour mesurer les gains planning, pour voir les difficultés de mise en œuvre. Euh, et bon, voilà, le diable étant toujours dans les détails, comme on dit. Donc aujourd'hui, il y a un ouvrage qui a été construit. Je crois que c'était un DUS. Alors un DUS, c'est un diesel ultime secours. EDF a construit sur chacune des tranches des réacteurs en service des bâtiments qui renferment des groupes électrogènes de secours. Et donc il a été construit euh, un prototype de ce même bâtiment avec du style concrete pour voir les différences. Je me permets de t'interrompre, Nicolas. Oui, On a une question. Est-ce que la mise en œuvre du style concrete nécessite des opérations de soudage entre alors oui, éléments? alors oui, il faut les souder effectivement. Le raboutage sur place, sur chantier est fait par soudage. Donc effectivement, ça va consommer et ça va nécessiter des soudeurs. Euh, Maintenant, je ne doute pas qu'à un moment donné, il sera peut-être développé des procédés de soudage automatique, puisqu'on est quand même sur de la soudure linéaire. Euh, Aujourd'hui, les règlements de conception du style concrete ne sont pas nécessairement écrits. Alors, je pense qu'ils ne sont pas validés, ils doivent commencer à être écrits. Moi, j'en avais discuté, j'avais échangé avec CETEC, par exemple, sur ce sujet-là. Je pense que ça progresse. Euh, Moi, j'avais entendu dire que EDF voulait utiliser le style concrete sur certaines parties de l'EPR2, notamment sur des structures dans la partie haute du bâtiment réacteur. Donc, le projet avance. Maintenant, effectivement, je ne suis pas convaincu que les règlements de calcul soient complètement validés aujourd'hui. Merci. Donc, on a aussi une question. Pouvez-vous parler des coffrages dans les solutions conventionnelles, banches Alors, spécifiques, point d'interrogation? non, on n'utilise pas de banche spécifique. On utilise de la banche de génie civil.
Les seules particularités qu'on peut avoir, c'est que pour certaines parties d'ouvrage, on n'a pas le droit d'utiliser les tiges traversantes, les tiges de coffrage. Et donc, on est amené à utiliser de la tige noyée. C'est-à-dire, c'est des tiges qui vont rester noyées dans le béton après décoffrage. Pour les enceintes des bâtiments réacteurs, où là, on n'utilise pas de tige du tout. Donc, nous, on avait utilisé du coffrage type barrage. C'est-à-dire on a des passerelles. C'est ce qu'on appelle du coffrage grimpant. Donc, une fois qu'on a coulé la levée numéro 1, on monte une passerelle qui est fixée sur cette levée numéro 1, et c'est cette passerelle-là qui vient stabiliser la banche pour faire la levée numéro 2. Voilà. Et sinon, non, on utilise de la banche de génie civil. Il y a une main levée, et puis après on te laisse poursuivre. Il y a Jean-Pierre qui Oui, continue. simplement, je voulais réagir. Je pense que vous avez raison, vous l'avez dit rapidement, parce que quand je vous écoutais sur le soudage, ça m'a fait penser à un autre contexte sur lequel je suis investi, sur la construction des navires de grande taille, où il est bien évident qu'on a de plus en plus des postes de robots mobiles qui font la soudure sur la longueur. Alors, bien sûr, il faut respecter les spécifications, mais où la part humaine est toujours là, bien sûr, en particulier pour certains endroits, mais où la soudure au kilomètre est de plus en plus faite par des machines automatiques, quoi, mobiles. Voilà. Ouais, ce qui permet aussi de mieux maîtriser la qualité parce que forcément, dans l'humain, il y a toujours le risque, il y a toujours le risque d'erreur, même si derrière, on fait du contrôle, etc. Bon, le robot, en général, il fait un peu moins d'erreurs. Bon, là, je vous ai mis une photo. Alors ça, je pense que ça vient des États-Unis. Alors évidemment, une fois qu'on fait de la préfabrication de ces cages de ce style concrete, l'intérêt c'est de faire les pièces les plus grosses possibles, hein, parce que ça fait moins de travail à faire sur place. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir des très grosses grues. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour construire les EPR, on a de toute façon besoin d'une très grosse grue pour mettre en œuvre les pièces les plus lourdes. Donc les pièces les plus lourdes, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être le pont tournant donc le pont de manutention qui est en haut du bâtiment réacteur et le coffrage du dôme. Donc on a besoin d'avoir et donc les rondeaux de liner. Et donc on a besoin d'avoir ces grosses grues. Et donc ces grosses grues, elles pourraient aussi être utilisées pour mettre en œuvre donc ces pièces préfabriquées en style concrete. Donc je pense qu'il y a un vrai intérêt sur cette technologie qui pourrait permettre de réduire un peu les durées de construction de ces ouvrages. Voilà. Bon, pour finir, je voulais parler un peu du management de la qualité, sauf si vous avez des questions sur la partie travaux et réalisation. On est dans les temps, donc on peut prendre quelques minutes. S'il y a des Voilà. questions, réactions, n'hésitez pas. Parce que Jacques Amiot disait, en fin de réunion, si des questions sont plus axées EPR, je pourrais les donner des réponses. Donc merci beaucoup Jacques. Ouais. Et puis là, on a Thierry Fayet du lycée Pasteur d'Hénin-Beaumont qui lève la main. Je vous en prie, Oui, Thierry. j'espère que vous m'entendez. On vous entend Euh, très bien. Je voudrais poser une question sur le bétonnage. Comme il y a énormément d'armature, je crois qu'à 400 kg par mètre cube, on dépasse les 5% en volume qui sont autorisés, je crois. Je ne sais pas s'il y a un souci à ce niveau-là. Et deuxièmement, pour le contrôle du bétonnage, est-ce qu'on est sûr que le béton va bien dans tous les interstices? Est-ce qu'il y a un contrôle particulier qui peut être fait à ce niveau-là? Alors, effectivement, il y a une difficulté pour aller mettre en œuvre le béton dans les ouvrages très ferriers. D'abord, il faut qu'on ménage ce qu'on appelle des cheminées de bétonnage pour qu'on puisse descendre le béton, puisqu'on on peut pas faire chuter le béton, hein. Le béton, il ne peut pas chuter de plus d'1 mètre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ménage dans le ferraillage des endroits où on sait qu'on va pouvoir passer soit le tuyau de la pompe, soit le tuyau de la benne à béton. Il faut aussi qu'on ménage des endroits où les vibreurs vont pouvoir être descendus
et pouvoir être remonté surtout, et pas les coincer dans le ferriage. Et après, je dirais le contrôle, bah non, il n'y en a pas. Alors, c'est le travail du chef de chantier, justement, de veiller sur les opérateurs qui vibrent pour s'assurer qu'effectivement, on va bien planter le vibreur partout et on va bien aller vibrer toutes les parties d'ouvrage. Bon, en général, de toute façon, les densités d'armature, elles sont souvent en parement sur les voiles. Donc, en général, quand on a un défaut, on s'en rend vite compte au décoffrage. Voilà. Donc, nous, on a eu des expériences malheureuses hein, sur le RJH. On a eu des défauts de parement. Et toutes les investigations qu'on a faites ont montré que à partir du moment où on avait purgé le béton qui n'était pas sain en parement, derrière, le béton à cœur, lui, il était convenablement mis en œuvre. Mais non, sinon, il n'y a pas de. C'est pour ça que la vibration, on forme nos gens à la vibration du béton. Et c'est vraiment un enjeu sur ces ouvrages très ferraillés, c'est un enjeu de taille. Et c'est pour ça que bon, moi, je milite pour l'utilisation du béton autoplaçant. Parce que ça enlève quand même, dans les ouvrages très ferraillés, ça enlève ce risque-là. Quand on a utilisé nos bétons lourds autoplaçants, alors nos ouvriers n'étaient pas très sereins parce qu'ils avaient peur des fuites. Mais par contre, ils n'avaient pas cette crainte de ne pas arriver à vibrer suffisamment et d'avoir des défauts au décoffrage. Merci Nicolas. Une question, intervention de Jérémy Derouet qui est à EDF. Jérémy. Oui, bonjour, Jérémy Derouet, donc d'EDF. À partir de septembre, je suis amené à devenir délégué ressources au département génie civil hein, pour la construction des EPR2. Et ancien chef de section génie civil sur les sites nucléaires en exploitation. Du coup, j'avais une question, je voulais revenir sur les câbles de précontrainte. Vous avez pu en mettre en œuvre sous huile sur RJH. Je voulais savoir, est-ce que c'était une demande du client pour pouvoir réintervenir plus tard pour retendre les câbles de précontrainte dans l'avenir? Et Oui, est-ce que c'est ça. associé à ça, vous aviez un liner en fait d'étanchéité à l'intérieur du bâtiment réacteur? Non, il n'y avait pas de liner et il n'y avait pas de liner sur le RJH. Et effectivement, le client donc et CEA, ils avaient effectivement demandé à la fois à pouvoir retendre et à la fois à pouvoir remplacer. On avait fait une maquette grandeur nature. Donc on avait simulé un câble, on avait simulé une cerce, enfin, même plus qu'une, je crois. On avait simulé 3 cerces, donc de 100 mètres de périmètre. Et on était allé jusqu'à faire donc enfiler les taurons, injecter et faire un essai de remplacement. Ok, merci. Parce qu'effectivement, c'est un talon d'Achille hein, sur les réacteurs. Et oui. Les réacteurs actuels, on est obligé derrière de revenir mettre des parements d'étanchéité pour pouvoir réussir les épreuves enceintes lors des visites décennales. Ouais. Pas d'autres questions, réactions? Eh bien, on peut poursuivre. Alors, oui, on va parler un peu de qualité parce que je pense que c'est important. C'est important de parler de management de la sûreté et de la qualité. Bon, à partir du moment où effectivement notre génie civil, in fine, joue un rôle sur le plan de la sûreté, bah, ça veut dire qu'il faut qu'on assure un niveau de qualité très élevé, un niveau de conformité. Et ça veut dire d'abord bah, prendre conscience des exigences et détecter comment on y répond. Ensuite, ça veut dire aussi que dès qu'on fait une erreur, bah, il faut à la fois être capable de détecter l'erreur, de la tracer, de la corriger. Et puis, à la fin, effectivement, il faut qu'on puisse fournir à notre client toute la traçabilité et toute la démonstration de ce que l'exigence a été atteinte. Alors, c'est pas si simple que ça. Bon, je vous ai montré tout à l'heure le ferraillage, par exemple. Bon, le ferraillage, il joue forcément un rôle sur le plan de la sûreté, puisqu'il sert au dimensionnement du bâtiment. Une fois que vous avez coulé le ferraillage, vous ne le voyez plus bien. Donc, les opérations de contrôle du ferraillage font partie de ce contrôle qualité très important qui permet de démontrer, avant de couler, qu'on a bien mis toutes les barres d'armature, qu'elles sont au bon endroit, que les manchons sont serrés, etc. Ça, c'est un vrai sujet. On a eu des expériences
sur le RJH, où on a été questionné par l'autorité de sûreté lors d'audit en nous disant, mais comment vous me démontrez que dans la partie d'ouvrage que vous avez coulée là, tous les aciers ils sont bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc les installations nucléaires sont soumises à un arrêté, donc un arrêté qui date du 7 février 2012. Alors, il y en avait un avant qui datait de 1984. Et donc, c'est un arrêté qui fixe en fait toutes les règles qui s'appliquent aux exploitants nucléaires pour leurs installations, depuis les phases de conception, de réalisation, de maintenance jusqu'au démantèlement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'arrêté INB. Et donc, les exploitants sont soumis à cet arrêté INB, et nous, en tant qu'intervenants, que constructeurs, on y est soumis comme eux. Et donc, en fait, cet arrêté, le respect de cet arrêté est audité par l'ASNR, maintenant ça s'appelle l'ASNR, donc l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, donc qui est un organisme indépendant, donc qui est chargé de surveiller la bonne application de cet arrêté. Donc jusqu'à présent, on travaillait sous ce référentiel de l'arrêté INB, on travaille toujours avec cet arrêté, sauf que maintenant, on a également une norme qui s'appelle la norme ISO 19443. Ce qu'il faut savoir, c'est que la norme de qualité qui est applicable sur nos chantiers, c'est l'ISO 9001. La 19443, c'est une norme qui vient compléter l'ISO 9001 spécifiquement sur les problématiques de sûreté nucléaire. Cette norme, elle va devenir demain un référentiel que les entreprises vont devoir respecter. Bon, voilà, nous, on a commencé à se faire certifier, on est nombreux à s'être fait certifier, et demain, ça va devenir notre standard. Et donc cet arrêté INB ou cette norme aujourd'hui, elle apporte un certain nombre d'obligations. Et la première d'entre elles, c'est de diffuser une culture de sûreté nucléaire à tous les gens qui vont intervenir sur ces chantiers. Alors, moi, je compare souvent le nucléaire et l'aérien, et l'aéronautique. Dans les deux cas, il y a une notion de sûreté. Sauf que dans l'aéronautique, quand vous avez des opérateurs dans les ateliers qui assemblent des avions, celui qui est en train de serrer des boulons ou de mettre en place des rivets pour fixer une aile ou je ne sais quoi, il voit bien que s'il fait une erreur, s'il n'est pas attentif, s'il ne met pas de soin dans son travail, il voit bien la conséquence que ça peut avoir. L'avion, il va tomber. En sûreté nucléaire, c'est pas si simple que ça, parce que les gens n'ont pas forcément la notion de ce que c'est que la sûreté. Et nous, notamment dans le génie civil, quand on construit un bâtiment, les gens n'ont pas forcément l'information de à quoi ça sert et pourquoi il faut bien faire. Et donc, la culture de sûreté nucléaire, chez nous, c'est à la fois de leur expliquer ce que c'est que la sûreté, et c'est aussi de leur expliquer que ce qu'ils vont construire ce matin, demain, dans un mois, voilà à quoi ça sert. Et si on fait une erreur, voilà les conséquences que ça peut avoir. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est vraiment inculquer cette culture de sûreté depuis l'ouvrier jusqu'au patron de projet et jusqu'au chef d'entreprise. Bon, après, il y a tout ce qui est. Après, on rentre dans la mécanique de ce qu'on appelle la détection et l'identification des activités, des équipements et des activités qui vont être importants pour la sûreté. C'est-à-dire que quand on construit un bâtiment, tout n'est pas important. Donc, on va chercher à se focaliser sur ce qui est important et à mettre le poids du corps sur ce qui est important. Les notions de contrôle technique, c'est-à-dire que tout ce qui est réalisé et qui va avoir un impact sur la sûreté, il faut le contrôler. Et on va le faire contrôler par quelqu'un qui est différent de celui qui a fait la tâche. Il faudra traiter tous les écarts, donc toutes les non-conformités, il faut les traiter, il faut proposer une remise en conformité, il faut faire valider tout ça. Nous, on recourt beaucoup, évidemment, à des fournisseurs, à des prestataires, à des sous-traitants. Ces gens-là, c'est pareil, il faut les choisir. Il faut s'assurer que eux aussi vont avoir cette culture de sûreté, ils vont avoir la compétence de faire, ils vont avoir les qualifications pour faire. Il y a toute la problématique de la compétence des personnels. C'est vrai aussi dans le génie civil. Ensuite, tout ce qui est amélioration continue, c'est-à-dire qu'on va chercher à capitaliser sur nos retours d'expérience.
Bon, typiquement, quand on fait des erreurs, on va les corriger, mais on va surtout faire en sorte de ne pas les reproduire. Et puis, il y a un élément qui devient de plus en plus surveillé par tout le monde, c'est ce qu'on appelle la maîtrise des produits contrefaits, frauduleux ou suspects. Bon, il faut savoir que il y a un certain nombre de sujets de ce type-là qui se sont produits. Euh, Moi, j'en ai connu un sur le chantier d'ITER dans le sud de la France, où, par exemple, il y a des soudures qui ont été faites par des soudeurs et on s'est rendu compte que les qualifications de soudeurs, c'était des faux. Bon. Donc ça, aujourd'hui, ça devient un sujet important auquel il faut être très vigilant. Voilà, c'est tout ce qui est finalement faire des faux, hein, faire des contrôles, ne pas faire les contrôles, mais écrire un papier en disant si, j'ai fait les contrôles et c'est bon. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie de la culture de sûreté et des sujets qu'on surveille de près. Et puis, la particularité, comme je le disais tout à l'heure, c'est que dans ces chantiers-là, on a l'implication de l'autorité de sûreté, donc l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui vient auditer les chantiers, qui vient, pardon, excusez-moi, qui vient auditer les chantiers. Ils peuvent venir à l'improviste, hein, n'importe quand. Ces gens-là, alors on les appelle les gendarmes du nucléaire, mais c'est surtout des gens qui viennent s'assurer qu'effectivement les règles sont bien respectées. Et en général, il vaut mieux que votre chantier soit carré. Et c'est des gens, quand vous avez acquis, c'est long d'acquérir leur confiance. Ça nécessite un travail, je dirais, il faut montrer que les contrôles sont faits. Il faut jamais rien cacher. Il faut toujours être transparent. Et une fois que vous avez gagné leur confiance, il faut être très vigilant parce qu'elle est très facile à perdre. Nicolas, j'en profite pour dire à tout le monde là que donc nous, Université des métiers nucléaires, on a signé un partenariat avec la SNR, hein. D'ailleurs, que j'avais Ouais. invité ce matin. Ils sont bien au courant, hein, de nos webinaires et ils trouvent que voilà, ils sont très supportifs là sur ce type d'initiative. Et effectivement, dans le cadre du partenariat, la SNR souhaite diffuser vraiment la culture de sûreté très largement. Et donc, on a discuté avec eux, parce qu'on a un programme de formation des professeurs dans le cadre du passeport nucléaire avec l'éducation nationale. Et on va certainement faire un webinaire spécifique dédié à la sûreté à l'automne prochain. Voilà. Mais pour dire qu'effectivement, voilà, on est partenaire et ce sujet de la diffusion de la culture sûreté, on en reparlera avec les professeurs là, de nos établissements partenaires et tu as raison d'insister là-dessus. Merci beaucoup. Si je peux me permettre rapidement, là, c'est Jean-Pierre, parce que je saute sur ce que vous avez dit juste avant, donc je reviens pas sur ce que vient de dire effectivement Saoussen, mais j'ai été sollicité encore peu et j'ai répondu aux collègues qu'il me semble important, c'est qu'on voit bien que derrière le nucléaire, avec des niveaux d'application bien sûr différents suivant le niveau des compagnons techniciens et ingénieurs, il y a tout un champ quand même réglementaire d'arrêtés et un champ normatif hein, sur plein d'aspects. Vous avez cité tout de suite la norme complémentaire à l'ISO 9001. Il y a des normes plus techniques dans l'autre secteur. Je crois que c'est super important. Hein, j'avais répondu dans ce sens-là ces jours-ci. Enfin, je sais que j'ai beaucoup travaillé pendant des années à l'introduction de la normalisation dans les enseignements, hein, avec une compétence qui est que chacun à son niveau doit bien sûr mettre en application les normes et règlements qui le concernent. Encore faut-il les avoir pour les mettre en application. Et je pense que c'est un fonds documentaire sur lequel on doit travailler, progresser, surtout qu'il y a plusieurs fois déjà qu'apparaissent des numéros de normes qui me semblent importantes. Et je rappelle qu'il y a un partenariat avec l'AFNOR pour une mise à disposition à des coûts abordables pour les établissements scolaires. Voilà, pour aller vite. Surtout que la norme ISO 19443 est relativement facile à lire, puisqu'en fait, elle dit simplement qu'est-ce qu'il faut faire de plus par rapport à la 9001. Donc, elle n'est pas très longue à lire et c'est parfois intéressant de dire ça. Alors, il y a des choses un peu compliquées, mais en tout cas, ça donne un peu la notion de ce qu'on attend en termes de sûreté nucléaire. Parfait. Merci. On a Jérémy Derouet, la 2DF, qui a également levé la main. Oui, je voulais juste compléter vos propos où effectivement, en termes de qualité et sûreté nucléaire, un chantier neuf, on demande un niveau d'exigence important. Et on a aussi des travaux de génie civil à faire sur les centrales en exploitation où je suppose aussi
à l'armée ou au CEA. Et du coup, le niveau de formation qu'on demande au niveau des intervenants est de plus en plus élevé, en fait, parce que le risque et les contraintes sont encore plus présentes. Et ça, faut bien l'avoir en tête parce que c'est vrai qu'on demande, on demande aux personnes d'être encore plus formées, encore plus attentifs. Et le travail qu'on va pouvoir exécuter en 1 heure sur un chantier neuf sans avoir les contraintes de radioprotection, par exemple, et ben, du coup, il peut être multiplié par 2, 3 ou 4 pour pouvoir intégrer toutes ces contraintes. Donc ça, faut l'avoir en tête. Des fois, ça peut potentiellement rebuter, hein, des personnes parce que du coup, ça rajoute un espèce de millefeuille administratif, mais nécessaire en fait pour pouvoir intervenir sur une centrale nucléaire en exploitation. Et à mon avis, avec un enjeu majeur, et je me tais, parce que souvent l'éducation nationale, ça a été mal compris, ce genre de propos. Complexification des tâches ne veut pas dire monter en niveau scolaire. Ça veut dire que chacun à son niveau a des tâches de plus en plus complexes qu'il faut intégrer dans la formation, mais sachant qu'on vise toujours des métiers de compagnon technicien. En fait, en amont, on ne fera jamais une centrale nucléaire avec 100% d'ingénieurs. C'est pas le but. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah, je Voilà. suis complètement d'accord. Il nous faut un panel avec tout le monde dedans et des barreurs et des rameurs, comme on dit. Donc on est tout à fait Voilà. d'accord. Et simplement, c'est de plus en plus compliqué pour barrer comme il faut, donc il faut bien habituer à tous les niveaux à cette complexité. Vous avez raison. Oui, mais c'est vrai que même dans les rameurs, il faut qu'ils soient conscients de leur environnement. Je vais reprendre l'exemple, enfin, comme disait Monsieur Nollet tout à l'heure. Nous, on avait fait repeindre une pièce, hein, sur une centrale nucléaire en exploitation. Eh bien, à un moment donné, c'était dans un diesel qui était requis pour la sûreté, et le peintre a accidentellement appuyé sur un levier qui a déclenché le diesel. Et donc, voilà, on a eu un événement sûreté à identifier, et il n'avait pas du tout conscience en fait des répercussions qu'avait eu son geste pour une intervention entre guillemets banale, de mise en peinture d'un mur ou d'un voile à l'époque. Et c'est vrai que quand on est sur un ouvrage neuf, on est concentré sur la qualité de ce qu'on réalise. Parce que, bon, voilà, c'est un ouvrage neuf et on n'a rien autour. Nous, en ce moment, quand on est en train de travailler là, sur la base navale de Toulon, donc on est en train de construire une installation nucléaire au milieu d'une installation nucléaire. Et là, au-delà de la qualité de ce qu'on produit, il faut en plus produire et réfléchir à tous les risques qu'on peut faire courir à l'installation d'exploitation qui est autour de nous. Et ça fait partie aussi de la culture de sûreté, il faut qu'on explique à nos gens que pourquoi on peut pas s'approcher de tel bâtiment, pourquoi ci, pourquoi ça. Alors, je dirais que le côté positif, c'est que ça permet de découvrir en fait un autre univers et d'autres métiers. Et quelque part aussi, dans la motivation des gens qui interviennent sur site, ils ont l'impression vraiment de participer au fonctionnement d'une usine, que ce soit un bateau ou une centrale nucléaire. Et du coup, ça amène en fait une dimension supplémentaire en fait, qui peut se retrouver dans la. Alors, l'impact de tout ça sur l'organisation de chantier, bon, alors évidemment, c'est des projets qui consomment beaucoup d'encadrement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de. euh, on a donc dans les barreurs, hein, puisqu'on va parler des barreurs, il faut beaucoup de barreurs. Euh, Nous, sur le REX qu'on a fait sur le réacteur Jules Horowitz, c'est que 24% du coût de nos travaux propres, c'était de l'encadrement, hein, et 14% du coût total. Donc c'est quand même beaucoup plus élevé que ce qu'on peut voir sur des chantiers. Et en gros, pour 1 euro de main-d'œuvre opérationnelle, on a 1 euro d'encadrement. Voilà. Bon, ça, c'est un exemple d'organigramme, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis, alors, moi, je dis effectivement, tout ça, ça génère une organisation qui est peu productive. Il ne faut pas le prendre dans un sens de dénigrement. C'est juste que on allonge tous les temps de cycle parce qu'il y a des opérations de contrôle qui doivent être faites et que ces opérations de contrôle, elles prennent du temps. Bon, je parlais du contrôle du ferriage. Aujourd'hui, une fois que vous avez mis votre cage d'armature en place, que tout est fini, il faut encore un temps de contrôle avec les différentes étapes du contrôle. Et puis, quand il y a des écarts, il faut les traiter. Il faut le temps de faire valider le traitement. C'est-à-dire voilà, quand on a une non-conformité, il suffit pas dans son coin de faire sa réparation. Il faut proposer une solution de réparation. Il faut la faire valider. Donc effectivement, ça fait
tout ça, ça participe effectivement au planning de réalisation de ces installations qui est souvent très long. Bon, là, j'ai mis une image d'une feuille de. Alors, c'est ce qu'on appelle une fiche de suivi d'exécution. Donc, ça, je sais pas, ça doit être pour couler un voile. Donc, vous voyez le nombre de signatures. Là, toutes ces signatures, c'est des gens qui sont venus à un moment donné faire une opération de contrôle et attester qu'ils avaient fait cette opération de contrôle. Alors, aujourd'hui, on est en train un peu de numériser tout ça, là. Il commence à y avoir des solutions de numérisation de tout le processus de contrôle et de suivi des travaux. Bon, là, tout ça, c'était fait à la main. Bon, la problématique, c'est toujours l'authentification, être sûr que la personne qui a signé, c'est bien la personne qui a fait le contrôle, était bien habilitée pour faire le contrôle. Enfin bon, il y a toutes ces problématiques-là. Et voilà, dans les années qui viennent, petit à petit, on va passer à la numérisation de toutes ces opérations de contrôle, ce qui nous permet en plus en temps réel d'avoir notre dossier qui se construit. Parce que ça, il ne s'agit pas de faire les signatures à la fin du chantier, il faut le faire effectivement au, au fur et à mesure. Et puis bah, tout ça, ça fait une documentation pléthorique. Alors, maintenant, avec la numérisation, ça va peut-être simplifier un peu les choses, mais c'est vrai que ça fait des dossiers à la fin. À la fin, il faut donc remettre un dossier au client avec, je dirais, la traçabilité totale de tout ce qu'on a réalisé. Alors évidemment, le dossier constructeur, on ne le fait pas à la fin du chantier, hein, c'est pas possible. C'est au fur et à mesure qu'on le construit. Donc au fur et à mesure qu'on fait les contrôles, les PV de contrôle, les PV d'écrasement des prouvettes, etc. Tout ça, c'est compilé au fur et à mesure, c'est structuré dans un dossier qui vit pendant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, l'autorité de sûreté, moi je me souviens de visites inopinées de l'autorité de sûreté nucléaire qui dit, bon, bah, c'est bien, il y a un mois, là, vous avez coulé telle partie d'ouvrage, vous pouvez me montrer tous les résultats de contrôle, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait en temps réel. Bon, j'ai mis le RGH, donc c'était il y a 10 ans, hein, on avait 100 mètres linéaires de rayonnage pour le dossier constructeur de l'installation. Nicolas, on a Jacques Amiot de Bouygues Oui, qui a j'ai levé vu la main. que. Jacques. Oui, je voulais simplement revenir sur le suivi qualité dont Nicolas parlait. Donc, autant sur EPR de Flamanville, le suivi qualité a été fait en fait comme sur RGH, entre guillemets, à la main, parce que les logiciels étaient peut-être pas encore assez aboutis. Par Ouais. contre, sur Hinkley Point C en Angleterre, tout a été fait numériquement, c'est-à-dire que les contrôles, par exemple, on parle des contrôles de ferraillage, ils étaient faits avec une tablette, et les contrôleurs qualité, mais aussi les chefs de chantier et les équipes avaient accès à un modèle 3D directement sur la tablette. Les contrôles étaient faits sur tablette. Le suivi qualité, donc tout ce qui était fiche de contrôle qu'on appelle ITP en Angleterre, c'était suivi sur un logiciel dédié. Et toutes les convocations du client étaient faites aussi sur un logiciel dédié. Donc vraiment, tout était fait numériquement. Oui, bah, de toute façon, c'est vers ça qu'on va aller maintenant, effectivement. Tout à fait, ouais. Ça, je passe. Alors, l'implication de l'autorité de sûreté nucléaire. Donc, ce que je disais, en fait, la SNR, elle intervient depuis les stades de conception, je dirais presque forcément jusqu'au démantèlement. Donc, eux, ils sont là pour s'assurer que l'arrêté INB, il est bien mis en œuvre, il est bien respecté. Ces gens-là, ils ont aussi la capacité de mettre des points d'arrêt sur les chantiers, hein. Ils peuvent demander à être présents pour une opération très particulière. En général, c'est vraiment des sujets très, très particuliers. Et ils viennent inspecter très régulièrement les chantiers. Nous, sur le RGH, ils ont dû venir une trentaine de fois. Ils venaient 4 fois dans l'année, hein. Et en fait, tous les thèmes. Alors, ils viennent, des fois, ils préviennent, des fois, ils préviennent pas. Et puis, ils peuvent passer en revue voilà, l'organisation de la sous-traitance, des thèmes techniques, comment on gère nos écarts, comment. Enfin, voilà, et effectivement, ces gens-là, ils ont autorité pour arrêter le chantier. Je peux vous dire que quand notre chantier est arrêté par l'autorité de sûreté, bah, c'est pas drôle parce qu'en général, pour le remettre en route, il faut quand même montrer patte blanche. Donc voilà, c'est vraiment le gendarme et il vaut mieux avoir anticipé les sujets et avoir vraiment fait les choses euh,
dans les règles, parce que après, c'est vraiment beaucoup trop. Et ça, faut que tout le monde le comprenne. Faut pas chercher à dévier le système, là. Donc voilà, donc effectivement, tout ça, ça fait un système de management qui est effectivement relativement lourd à mettre en œuvre et qui nécessite effectivement de mobiliser beaucoup de moyens, notamment beaucoup de moyens en contrôle, et aussi beaucoup de moyens en préparation de chantier, en rédaction de documents. Hein, on ne fait rien sans avoir écrit avant comment on va faire. Hein, donc c'est des procédures, c'est des modes opératoires pour réaliser les tâches, c'est des procédures de contrôle. Donc tout ça, ça nécessite effectivement beaucoup de travail. Chez nous, bah, tout ça, toute la préparation, elle est plutôt faite par les ingénieurs travaux. Hein. Euh, et donc ce système très lourd, bah, effectivement, il vaut mieux essayer de le limiter aux activités qui sont importantes pour la sûreté, hein, donc ce qu'on appelle les AIP dans le système de l'arrêté INB. Et donc, bah, il faut avoir une approche, moi je dis qu'il faut avoir une approche, il faut approcher tout ça avec discernement. C'est-à-dire qu'il faut être capable de détecter dans un projet qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est moins important. Sur ce qui est moins important et qui n'a pas d'impact sur la sûreté, bah, faut continuer à faire comme on le fait en génie civil conventionnel, on applique la norme 9001, etc. Voilà, on déroule notre chantier comme on le ferait sur un chantier lambda. Et puis, à partir du moment où on touche à quelque chose qui a un impact sur la sûreté, bah là, par contre, on va mettre le poids du corps, on va faire plus de contrôle, on va respecter cette norme. Mais il n'y a qu'en ayant cette approche proportionnée qu'on peut éviter que nos chantiers coûtent extrêmement cher. Bon, nous, sur le RJH, je pense que bon, c'était un peu le renouveau du nucléaire, un peu comme Flamanville 3. Et bon, c'était un peu la course à l'armement, c'était un peu tout est important, on traite tout de la même manière. Bon, mais au final, on a quand même vu que ce soit RGH ou Flamanville, on sait tous combien ça a coûté. Et donc, il faut avoir vraiment une approche proportionnée des enjeux, de façon à ne pas gréver trop les plannings et les coûts. Alors moi, j'avais mis la petite phrase lors d'une inspection par l'autorité de sûreté sur le RJA. Je me souviens une fois, parce que les inspecteurs, ils ont parfois un peu d'humour quand même. Et le CEA n'avait d'ailleurs pas tellement apprécié leur humour. Il leur avait dit, mais je vous rappelle que la sûreté n'a pas de prix, elle a juste un coût. Voilà. Mais bon, voilà, il faut quand même on soit capable de construire à des coûts qui font que le kilowattheure à la fin, il n'est pas horriblement cher. Donc il y a vraiment cette notion et la norme ISO 19443, elle appuie beaucoup là-dessus, sur l'approche proportionnée. C'est-à-dire être capable de détecter et de comprendre qu'est-ce qui est important et de mettre en œuvre vraiment une gestion renforcée de la qualité sur ce qui est important et de continuer à construire, entre guillemets, de manière conventionnelle, sur ce qui n'a pas de rôle sur le plan de la sûreté. Merci Voilà. beaucoup, Nicolas. Franchement, super, le timing parfait. Donc, on a encore une ou deux minutes pour une question. On a une question là qui est sur le chat. Ouais. Pouvez-vous faire un point sur les intervenants que l'on trouve sur ce type de chantier et les liens contractuels et différences par rapport au bâtiment, par exemple? Alors, attendez. Faire un point sur- Il est dans le chat, si tu veux. Alors, ça fonctionne comme sur des chantiers classiques. On a un maître d'ouvrage, on a un maître d'œuvre. Donc, le maître d'œuvre, c'est celui qui, je dirais, qui assure le suivi du chantier, on va dire. En général, on a un contrôleur technique, au sens où on l'entend aussi en bâtiment, vis-à-vis de la solidité. Euh, pour ce qui est des liens contractuels, bah, je dirais tout est possible. On a des marchés qui sont des purs marchés de travaux, pour lesquels la conception a été faite par le maître d'œuvre concepteur, et nous, on va exécuter une conception. Et puis, on a des marchés sur lesquels on est en conception-réalisation. Donc nous, on a fait deux marchés de ce type-là pour le CEA sur des installations d'entreposage de déchets, où on part de la page blanche et le client nous passe un contrat pour designer une installation, puis la réaliser et la mettre en service. Voilà. Mais sinon, je dirais les intervenants
Voilà, les intervenants, on retrouve les mêmes types d'intervenants que sur les marchés de construction classiques. Alors, effectivement, je vois quelqu'un qui a mis un commentaire. Effectivement, l'autorité de sûreté nucléaire, elle a bien une casquette inspection du travail. Donc, effectivement, quand ils viennent sur le chantier, ils sont aussi capables de faire. Ils peuvent prendre le rôle d'inspecteur du travail, effectivement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions dans le chat, pas de main levée. Bon. Ça veut dire, Saoussen, que ce webinaire, les collègues le retrouveront sur notre site, si je comprends bien, pour pouvoir l'utiliser éventuellement avec des élèves, c'est ça? Alors, le webinaire, on l'a vraiment conçu pour les professeurs. Oui. Donc, effectivement, avec l'autorisation de Nicolas, on va regarder là si on peut tout diffuser. Mais effectivement, je l'ai enregistré. Donc, d'ailleurs, je vais arrêter tout de suite l'enregistrement. Voilà. Et donc, effectivement, on a sur le site du passeport nucléaire